C'est à vous. Merci beaucoup, Anna. C'est vraiment la présentation la plus gentille et la plus enthousiaste que j'ai entendue depuis longtemps. C'est vraiment très gentil à toi. Et puis, on est évidemment très contents, Maëlle et moi, d'être là avec vous ce soir, là par Zoom, mais quand même là avec vous, et de voir qu'il y a du monde et on espère ne pas décevoir cette attente. Notre exposé ne sera pas en philosophie de la biologie ou en philosophie de la médecine, qui effectivement, en réalité, constitue vraiment l'essentiel de notre activité, mais depuis quelque temps, avec Maëlle, on a développé une sorte de réflexion, de méta-réflexion, enfin de réflexion sur la philosophie des sciences, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle prend comme direction, et puis sur ce qu'il lui reste comme options peut-être qui n'ont pas été suffisamment identifiées ou parfois qui n'ont pas été suffisamment explorées. Donc notre exposé porte sur cette question, la philosophie peut-elle vraiment contribuer à la science, de la philosophie des sciences à la philosophie dans les sciences, et vous allez voir qu'on va expliciter cette notion de philosophie dans les sciences qu'on essaie de mettre en avant. Ce que nous allons proposer aujourd'hui se fonde sur cet article qui vient d'être accepté dans le PJPS, qui porte sur cette notion de philosophie dans les sciences et dont je tiens à dire que cet article a été coécrit avec Madi Kelfaoui et Yves Gingras, qui sont deux experts de la bibliométrie. Et on espère ne pas trop vous embêter avec la bibliométrie, mais vous allez voir que nous avons fait usage dans cet article de la bibliométrie pour essayer de mieux caractériser ces interactions entre philosophie et science. Alors vous connaissez certainement Yves Gingras, de toute façon il est extrêmement connu en France, il est sociologue et historien des sciences, et vous l'avez très certainement entendu parler d'un certain nombre de sujets. L'un de ses grands domaines d'expertise, c'est justement la bibliométrie, et c'est ça qui nous a intéressés dans le cadre de cette collaboration. Alors notre problème de départ est en fait un problème très classique de la philosophie des sciences. Est-ce que les philosophes des sciences peuvent faire de la science ? Il est facile de voir lorsque on regarde par exemple un manuel de philosophie des sciences que l'essentiel de la philosophie des sciences, c'est de la philosophie sur la science. Et quand je dis manuel, bien sûr, c'est la représentation qui va se trouver dans les manuels de philosophie des sciences, mais en réalité, cette observation est beaucoup plus large que ça. L'essentiel des articles qui paraissent en philosophie des sciences constitue ce qu'on appelle des exemples de philosophie sur la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question, ça va être de réfléchir philosophiquement à ce qu'est la science, à comment fonctionne la science. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce qu'une explication scientifique? Qu'est-ce qu'une théorie scientifique? Comment articuler des théories et des modèles? Comment penser l'organisation épistémologique de la science? Comment se font les collaborations, etc., etc. C'est un discours sur la science. Cette philosophie des sciences est tout à fait importante et indispensable. Nous pensons néanmoins qu'une branche de la philosophie des sciences est en fait ce qu'on peut appeler de la philosophie dans la science. Qu'est-ce que la philosophie dans la science? En première approximation, c'est une manière de contribuer à la science à travers la philosophie. Et donc, vous voyez dès à présent que l'une des choses qu'on va essayer de clarifier, c'est pourquoi et comment certains philosophes des sciences se donnent pour objectif de contribuer d'abord et avant tout à la science, de faire une contribution scientifique et non pas une contribution philosophique. La philosophie étant bien sûr présente, mais étant présente comme une médiation qui va permettre de faire une contribution de nature scientifique. Dans des travaux précédents, et notamment dans cet article que j'ai coordonné, donc qui est paru dans les PNAS en 2019, on avait essayé de poser des exemples de contributions scientifiques par des philosophes. Et vous voyez que c'est un article très interdisciplinaire, parce qu'il a été coécrit avec des philosophes. Vous connaissez très certainement Lucie Laplane, vous connaissez peut-être Paolo Mantovani, également Elliot Sober, qui est un philosophe de la biologie éminent, et puis on avait également associé des historiens des sciences comme Azok Chang et également des scientifiques comme Ralph Adolphs, qui est un spécialiste de neurosciences, Alberto Mantovani, qui est un spécialiste d'immunologie, Margaret McFolnay, qui est une spécialiste de microbiologie et d'évolution, Carlo Rovelli, que vous connaissez certainement, qui est un grand spécialiste de physique théorique. Alors donc, pourquoi on avait associé ces différents auteurs dans cette publication? C'est précisément parce qu'on voulait montrer, sur la base de 3 exemples, qu'il existait des situations dans lesquelles des philosophes de profession avaient fait des contributions scientifiques. Et on a pris essentiellement donc ces 3 exemples, les cellules souches, la question de l'articulation entre microbiote et individualité,
et la question des sciences cognitives. Et puis, bien sûr, cet article s'appuie sur un certain nombre d'articles antérieurs ou quasiment concomitants de Carlo Rovelli, expliquant à quel point la physique avait besoin de la philosophie. Vous avez peut-être lu ces articles. Alors, il y a quelques quelques petits inconvénients dans cet article, à savoir que précisément c'est un article qui donne des exemples. Il ne nous dit absolument pas dans quelle mesure il est fréquent de constater des contributions par des philosophes à la science. Et d'autre part, et de manière tout à fait corrélative, cet article ne nous offre pas une caractérisation systématique de ce que serait cette interaction entre philosophie et science, ou ce que serait cette philosophie dans les sciences. Il ne nous dit pas, en d'autres termes, quel type de mélange entre la philosophie et la science est constitué par cette approche qu'on appelle philosophie dans les sciences. Alors, en première approximation, pardon, c'est à toi, Maël. Pas de problème, Thomas. Tu pourrais le faire aussi bien que moi, je pense. Effectivement, le point de départ, c'est qu'on doit essayer de donner une première définition, donc préliminaire vraiment, hein, de ce qu'on va appeler philosophie dans les sciences, simplement pour en avoir une première idée. Et vous allez comprendre, vous allez voir que, comme vient de le dire Thomas, vu l'objectif qui est de délimiter précisément le périmètre, ou plus précisément le périmètre de la philosophie dans les sciences, il peut y avoir et il doit y avoir une définition plus précise qui, elle, va être inductive. Donc, on part encore une fois, on a une définition de départ pour simplement fixer à peu près de quoi on veut parler. Donc, on va la donner comme de la façon suivante. La philosophie dans les sciences se définit comme une forme de philosophie qui cherche à faire avancer la science. Alors, ça pose donc deux questions distinctes, pour être plus précis sur ce que je viens de dire. On a une première question qui va être comment on va détecter cette philosophie dans les sciences, quels critères on va utiliser pour la détecter dans la littérature. Donc, vous allez comprendre d'emblée, enfin, et on va le dire tout de suite explicitement, ça peut être dans la littérature philosophique ou dans la littérature scientifique. Et on aura ensuite une deuxième question qui sera comment définir, cette fois-ci plus précisément et sur la base de cette extension déterminée par des méthodes bibliométriques, comment définir plus précisément la philosophie dans les sciences. Alors, on commence par le premier point, cette détection. Donc, je viens de le dire, on va essayer de le faire à partir d'outils de bibliométrie. Pour être un tout petit peu plus précis, les outils de bibliométrie ne pourront pas suffire. C'est un objet qui est trop fin, trop difficile à détecter avec des outils de façon immédiate. Donc, on va être obligé d'utiliser une méthode en deux étapes. Donc, une méthode qui va consister d'abord à essayer de détecter, mais sans doute de façon trop large, puis une deuxième étape qui va consister à filtrer les résultats obtenus à partir d'une liste d'outils philosophiques. Alors, en faisant ça, comme vous allez le voir, les résultats qu'on va donner, c'est le résultat principal de notre papier, c'est de démontrer l'existence de ce sous-domaine dont Thomas a parlé tout à l'heure, sous-domaine de la philosophie des sciences, qu'on appelle philosophie donc, dans les sciences, et qui jusqu'à présent n'a pas été identifié comme tel. Donc, un domaine, ça veut dire des auteurs, un corpus d'articles, une méthode commune, et on posera aussi la question de savoir, une question un petit peu différente, qui est de savoir si ces auteurs constituent une communauté au sein de la philosophie des sciences. Alors, on avance un tout petit peu. Voilà, de façon un petit peu synthétique, les trois catégories de pénétration dans la science qu'on a distinguées et qu'on va utiliser pour cette première étape de l'étude. Alors, on commence par celui qui est tout en haut, et c'est très simple. En fait, on peut regarder quels sont les articles qui ont été publiés par des philosophes des sciences en sciences, c'est-à-dire dans des journaux scientifiques. Alors, publiés, ça veut dire qu'ils sont auteurs principaux, co-auteurs, collaborateurs, etc. Donc, vous voyez tout de suite que ça, c'est une mesure qui est a priori assez simple, c'est en fait assez difficile à faire, mais on va pas, comme l'a dit Thomas, on ne va pas vous assommer avec les détails de bibliométrie. C'est en tout cas très simple à comprendre quels sont les articles publiés en sciences par des philosophes des sciences. La deuxième question, on va prendre, si vous voulez, le troisième concept que vous voyez sur cette vignette, la visibilité, donc le deuxième grand cercle, ici. C'est une mesure différente. Il s'agit de voir à quel point sont visibles, c'est le nom qu'on a donné à ce concept, à quel point sont visibles ces articles, c'est-à-dire à quel point ils sont cités.
Donc là aussi, c'est une mesure qui est assez courante en bibliométrie. On donnera quelques éléments pour que vous compreniez bien comment ça se mesure. Donc c'est une réponse différente. Hein. Pénétrer la science, ça peut vouloir dire publier en science, mais pénétrer la science, ça peut aussi vouloir dire, et ça doit vouloir dire aussi, compter en science. Et donc du coup, le comptage, il peut se faire notamment, avec toutes les limites que ça comporte naturellement, en termes de nombre de citations. Et il y a un troisième concept qui est évidemment particulièrement important et intéressant, c'est le concept de contribution. Et là, c'est une troisième chose, hein, encore une fois, donc très important de voir que c'est un concept différent. Il s'agit d'avoir fait une proposition qui est significative sur le plan scientifique. Voilà, alors ça suppose toujours, d'une certaine manière, ou en tout cas dans les faits, ça va presque toujours supposer d'être interventionniste, et d'avoir au moins un certain degré de visibilité, même si c'est d'où le schéma en trois cercles que vous voyez là, même si ce sont des concepts, encore une fois, en nature différents. Tu peux mettre, voilà, la vignette suivante. Je te cède la parole, Thomas. Donc, lorsque nous présentons ce projet, lorsque nous l'avons présenté par le passé, on a recueilli 3 réactions extrêmement fréquentes et il nous paraît très utile de commencer par présenter ces réactions parce qu'il est fort probable que certains d'entre vous aient ce genre de réaction. Étant donné donc cette définition de la philosophie dans les sciences comme cette espèce de maillage. Alors, une première réaction qu'on a eue souvent, c'est une réaction de surprise et une réaction de scepticisme. Est-ce que véritablement cette chose-là existe? Est-ce que vraiment les philosophes peuvent faire ça, c'est-à-dire faire des contributions scientifiques? Il y a énormément de scepticisme qui vient d'une minorité relativement active de scientifiques. En fait, ces écrits de Weinberg, par exemple, de Hawking, etc., sont des écrits dans lesquels on va voir des scientifiques qui disent la philosophie n'a jamais contribué à la science. Et les seules fois où il y a eu des tentatives, ça a été catastrophique. À part, bien sûr, il y a quelques siècles. Hein. L'idée de ces scientifiques, c'est de dire aujourd'hui, dans nos sciences physiques d'aujourd'hui, ces contributions, en fait, n'existent pas. Elles n'existent que dans l'imagination des philosophes. Du côté des philosophes, on a souvent l'idée que ce n'est pas ce que les philosophes peuvent faire. Et de manière très intéressante, ce scepticisme, ce regard relativement prudent sur l'idée qu'il serait possible pour des philosophes d'intervenir en science et de contribuer à la science, existe même chez des gens dont vous allez voir dans la suite de notre propos qu'ils ont en fait été parmi ceux qui ont le plus fait pour pénétrer la science, pour véritablement poser des questions qui sont intéressantes pour les sciences. Et ça, c'est typiquement le cas de Samir Okasha, par exemple, qui est vraiment une personne que Maël et moi, on admire beaucoup, comme beaucoup d'entre vous sans doute, en philosophie des sciences et en philosophie de la biologie. Donc, première réaction, réaction de scepticisme. Deuxième réaction, critique. Est-ce que vraiment les philosophes devraient faire ça? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous suggérer une forme de dissolution de la philosophie ou d'instrumentalisation de la philosophie dans laquelle la philosophie ne vaudrait plus pour elle-même et perdrait d'une certaine manière son âme parce qu'elle se mettrait entièrement au service de la science? Son objectif serait en fait de faire une contribution scientifique comme si la philosophie n'avait pas son propre champ d'expertise, ses propres raisons de contribuer et ses propres manières de contribuer. Donc, après la surprise, la critique. Et puis la troisième réaction, qui est une réaction de trivialisation, le terme n'est pas très joli, mais c'est l'idée que, mais évidemment que les philosophes et les historiens des sciences, les philosophes des sciences, les historiens des sciences et les philosophes en général contribuent à la science. On fait tout ça, évidemment qu'on fait tout ça. Quand on fait de l'histoire des sciences, on contribue à la science. Quand on fait de la philosophie des sciences, on contribue à la science. Nous, dans cet article et dans cette présentation, on veut montrer que ces 3 réactions sont des réactions infondées, des réactions erronées, c'est-à-dire qu'en fait, la philosophie dans les sciences telle que nous allons la décrire est justement quelque chose qui va constituer une réponse à ce scepticisme, à cette idée de savoir s'il faudrait le faire et à cette trivialisation. Alors, juste un mot pour dire que si jamais nous pouvons montrer qu'il existe une communauté de philosophes dans les sciences, alors cette découverte aurait probablement un impact majeur sur un certain nombre de questions qui sont des questions qui sont centrales en philosophie des sciences et l'ont été en fait tout au long de l'histoire du champ de la philosophie des sciences. Premièrement, est-ce que la philosophie des sciences et la science sont en continuité ou en rupture ou solution de continuité? Est-ce que la philosophie des sciences peut être utile à la science? Est-ce qu'une philosophie qui
pénétrerait dans la science, je ne sais pas comment il faut dire ça, serait ipso facto une activité qui cesserait d'être de la philosophie. Alors, ces questions ont été abordées évidemment depuis très longtemps dans l'histoire des interactions entre philosophie et science, mais il est clair que depuis les années 90, ces réflexions ont été très, très, très fortement portées par des auteurs comme Patrick Soupis, par exemple, par l'excellent livre de Werner Kalbot, qui est un petit peu négligé aujourd'hui sur le tournant naturaliste, mais également, bien sûr, par le travail de Chang, qui est mentionné ici, le travail de Hull, et beaucoup d'autres travaux également récemment. Par exemple, le travail de Chang sur l'histoire et philosophie des sciences comme la continuation de la science par d'autres moyens est très exactement une manière de poser des questions que nous avons donc en commun avec Asok Chang, consistant à se demander justement s'il y a continuité, rupture de continuité, utilité réciproque, etc., etc. Alors, voilà le plan à peu près de la présentation telle qu'on va vous la proposer. Donc, on va commencer par regarder un petit peu plus en détail les résultats qu'on obtient en utilisant ces trois concepts bibliométriques qu'on vient de présenter, intervention, visibilité, contribution. Donc, ce sera les parties 2, 3 et 4. Puis, on posera la question effectivement de savoir comment on va passer de la détection de la philosophie dans les sciences à la définition de la philosophie dans les sciences. Donc, je vous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, la question de savoir comment, et donc une fois, si vous voulez, qu'on a redéfini cette philosophie dans les sciences, plus précisément, à la lumière de ce qu'on aura montré, la question est en quoi diffère-t-elle du reste de la philosophie des sciences? Et enfin, pour conclure, on proposera quelques réflexions un petit peu plus générales sur cette caractérisation de ce domaine tel que nous l'avons proposé. Alors, on commence donc avec ce concept d'intervention. Donc, tu peux mettre la vignette suivante, je pense, Thomas. Merci. Alors, voilà comment on a procédé pour essayer de mettre en évidence, disons, l'intérêt de ce concept. En fait, on a essayé de prendre d'abord un premier groupe. Donc, on a pris un premier groupe, je disais, celui des 100 philosophes des sciences les plus cités dans des journaux de philosophie des sciences. Alors, on va pas rentrer complètement dans les détails, mais évidemment, il faut poser des bornes temporelles et il faut définir un corpus de journaux de philosophie des sciences, donc entre 1977 et 2018. Et le corpus, s'il y a des questions, bien sûr, on pourra y revenir. Donc, on retient bien l'idée, on a pris les 100 plus cités dans ce corpus. Et le résultat, c'est que parmi eux, 78% ont publié au moins une fois dans un journal de sciences, ce qui est beaucoup, 4 sur 5 ont publié au moins une fois dans un journal de sciences, 60% au moins 2 fois, 29% au moins 5 fois, et 21% jamais. D'accord? Donc, ça nous donne un ratio ici que vous pouvez voir de publications, scientifiques versus philosophiques. Donc, bien sûr, il y a moins de publications scientifiques que de publications philosophiques dans ce groupe. Puis, nous avons regardé un deuxième groupe qui, cette fois-ci, est constitué des philosophes des sciences les plus interventionnistes, c'est-à-dire donc au sens vraiment où on a défini, c'est-à-dire ceux qui publient le plus dans des journaux de sciences. On l'a défini notamment par le fait qu'ils ont au moins 5 papiers, articles dans des journaux scientifiques. Et quand on regarde ce groupe, on constate d'abord que plus de la moitié d'entre eux ont en fait au moins autant de papiers publiés en sciences qu'en philo des sciences, donc au moins autant d'articles. Le ratio est encore plus intéressant, puisque le ratio moyen est de 1,75, c'est-à-dire qu'en fait, il y a presque 2 papiers publiés en sciences pour un papier publié en philosophie des sciences. Donc, on voit apparaître en fait un groupe important de philosophes des sciences, enfin important pour notre propos, de philosophes des sciences qui en fait se définissent par cette intervention, dont le travail est essentiellement en sciences. Alors évidemment, il y a un contraste très important, ça constitue un contraste très important avec les ratios du groupe 1. On avait besoin de comparer avec le groupe 1, bien sûr, puisqu'on aurait pu se dire, finalement, c'est très commun, les philosophes des sciences le font tous, et donc si les philosophes des sciences le font tous, très probablement, ceux qui sont les plus cités le font aussi beaucoup. Donc c'était important d'avoir ces chiffres pour, en quelque sorte, répondre à cette objection, précisément à cette objection, nous le faisons tous. En fait, nous le faisons tous, oui, mais pas autant. Et peut-être pas non plus de la même manière, on va y revenir. Alors voilà quelques chiffres un petit peu plus précis.
Pour vous donner au moins, on va dire, quelques cas très intéressants, Barry Smith, par exemple, est un cas très, très intéressant parce que le ratio est vraiment très impressionnant. C'est-à-dire pour 2 papiers en philosophie des sciences, vous trouvez 42 papiers en sciences. Donc, en fait, on a clairement un philosophe dont l'essentiel de l'activité se publie dans des journaux scientifiques. Jerry Wakefield, Frank Miller et quelques autres. Donc, vous allez reconnaître les noms, ou justement, et c'est ça qui nous intéressait aussi, ne pas reconnaître les noms. C'est-à-dire des gens dont vous ne savez pas, vous ne les connaissez pas, ou en tout cas nous, on ne les connaissait pas, et dont on a découvert le travail justement en faisant ce travail, parce qu'ils sont beaucoup moins visibles, bien sûr, en philosophie des sciences, et certains d'entre eux étant très visibles en sciences. Alors, tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Thomas. Oui, Maël, je suis obligé de me démuter et de changer de diapo en même temps, c'est juste pour ça. Donc, on passe à la visibilité. On vient de parler de l'intervention, le fait de publier en sciences. Et puis là, on passe à la deuxième question, qui est de savoir si vous êtes cité en sciences. Comme Maël vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez être cité en sciences pour des articles que vous avez publiés dans des journaux de sciences, auquel cas vous êtes dans la partie un petit peu orangée ici. Mais vous pouvez aussi être cité en sciences pour des articles que vous avez publiés en philosophie des sciences. Donc, c'est ce qui explique la partie plutôt un peu plus rose là dans notre schéma. Alors, qu'est-ce que c'est la visibilité? Mais en fait, c'est simplement le fait d'être cité en sciences. Mais le fait d'être cité en sciences, ça ne veut pas dire grand-chose. On a besoin d'une mesure, on a besoin d'une métrique pour savoir, pour avoir un élément de comparaison. Alors pour ça, on a utilisé un outil qui est un outil classique de bibliométrie que nous ne connaissions pas. Genre on a découvert les instruments de bibliométrie au fur et à mesure de nos besoins. Ce qui était très intéressant dans notre collaboration avec Yves et Madi, c'est que clairement, nous étions ceux qui posions les questions. On avait absolument besoin d'être les personnes qui posaient les questions d'un point de vue philosophique. Et ensuite, bien sûr, ils nous ont donné toute une série d'outils entre lesquels on a choisi pour faire le travail ensemble et déterminer d'un point de vue bibliométrique ce qui nous intéressait. Alors du coup, on a utilisé cette notion de average ratio of citations, qui veut simplement dire le ratio moyen de citation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut très simplement dire que si vous avez un arc de 1, vous êtes cité autant que les scientifiques d'un domaine scientifique donné à une époque donnée. Si vous avez un arc plus important que ça, vous êtes plus cité que la moyenne des scientifiques. Et en fait, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que les philosophes qui publient en sciences sont massivement moins cités, massivement plus cités, c'était un peu plus improbable, que les scientifiques qui publient en sciences. Donc l'idée, c'est de se comparer, entre guillemets, de se comparer aux scientifiques du champ, parce que vous savez bien sûr que être cité en mathématiques est beaucoup plus rare que d'être cité en médecine, par exemple. Donc on voulait une mesure qui était dépendante du champ et qui était dépendante également des dates, tout simplement, c'est-à-dire du temps qui s'était écoulé. Alors, on a fait 4 catégories, mais on ne va pas entrer dans les détails de ces 4 catégories qui simplement étaient pour nous une manière de mieux mesurer ces questions. En fait, on a dans l'article, on a proposé de se focaliser sur un certain nombre d'articles qui sont très visibles. Et c'est simplement pour vous montrer que ces articles très visibles existent. Pour vous donner le résultat le plus brut, dans l'ensemble, les philosophes des sciences qui publient en sciences sont moins cités que les scientifiques qui publient en sciences. Jusque-là, on n'est pas extrêmement surpris. Mais on va vous montrer l'existence d'un sous-groupe qui est relativement intéressant pour nous et qui est un sous-groupe qui va être fortement cité en sciences. Donc là, on se focalise sur les 229, il se trouve qu'il y en a 229 articles qui ont un arc en sciences supérieur à 1 et puis qui ont accumulé un nombre relativement important de citations. On voulait isoler un certain nombre d'articles qui avaient suffisamment de citations, donc plus de 20, pour des articles donc écrits par des philosophes des sciences et cités dans des journaux de sciences. Et alors, pour ces articles-là, pour ces articles avec des arcs en sciences importants et avec un nombre de citations relativement important, leur arc en sciences est de 2,19, c'est-à-dire qu'on a en moyenne des articles qui sont 2 fois plus cités que les articles scientifiques du champ. Alors évidemment, si vous êtes en train de dire, oui, évidemment, ils ont pris ceux qui étaient les plus cités et ils m'expliquent qu'ils sont les plus cités. Oui, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on a pris les plus cités, mais on vous montre qu'ils sont plus cités que les articles scientifiques en moyenne de la même époque, dans les mêmes journaux, dans le même domaine. Et ça, c'était pas du tout évident. On aurait pu imaginer que les philosophes des sciences publiés en sciences, qui sont les plus cités en sciences, sont en fait moitié moins cités que la moyenne des scientifiques. En fait, ils le sont 2 fois plus en moyenne pour les 229 articles que nous venons de définir. Et puis simplement pour vous donner une idée, mais peut-être que c'est un petit peu écrit petit, voilà des exemples d'articles qui ont un arc en sciences supérieur à 4. Vous voyez, par exemple, le premier article a un arc en sciences de 15. Alors, en fait, il est de Arthur Fine, donc c'est un article
on y reviendra si vous voulez, on a toute une série de philosophes pour lesquels on a dû faire des travaux de délimitation, savoir qui est philosophe et scientifique. Si vous voulez des cas absolument clairs et indiscutables, l'article de Schrader-Fréchette dans Science en 1994 a un arc en sciences de 10,91, un article qui inclut Kim Sterelny, donc un grand philosophe de la biologie, a un arc en sciences de 10, de Brian Skerms plus de 7, etc. Donc là, vous avez des articles qui sont des articles écrits par des philosophes des sciences en sciences et qui sont massivement plus cités que la moyenne des articles scientifiques dans le même domaine et à la même époque. C'est mieux avec le micro. On passe maintenant à cette notion de contribution. Donc, contribution, une remarque importante pour réintroduire cette notion de contribution, même très importante, c'est que si vous prenez des mesures comme l'intervention en sciences, on sait tous que finalement, ça dépend bien sûr notamment d'opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vous demander de coécrire un article avec un scientifique, par exemple. Ou on peut vous demander, tiens, qu'est-ce que vous pensez de vous, philosophe, de telle question ? Et donc, vous avez une sorte d'entrée, même parfois dans des journaux qui peuvent être très sélectifs, on a une façon de court-circuiter en quelque sorte la relecture par les pairs ou d'autres logiques de ce type qui vont faire que le papier, finalement, il atterrit en sciences, mais il est assez anecdotique. De la même manière, on le sait tous aussi, évidemment, la citation, le fait d'être cité, n'est pas forcément une très bonne mesure de ce qu'on pourrait appeler la contribution scientifique. Et donc, c'est ça qui nous paraissait important, c'était de distinguer ces deux concepts et de mesurer cette contribution. En fait, ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de papiers dont on peut dire qu'ils ont été cités, on va dire simplement pour l'honneur ou pour le plaisir, mais qu'au contraire, certains d'entre eux sont effectivement authentiquement contributifs sur le plan scientifique. Et c'était ce qui nous intéressait. Alors, on va donner ici quelques exemples pour que ça soit plus précis, puisque ça peut ne pas l'être dans l'esprit de tout le monde. On n'a pas forcément des exemples qui nous viennent à l'esprit. Nous, ça a été un des résultats pour nous, c'était de trouver ça, parce qu'on n'avait pas forcément d'idées très précises sur ce que les philosophes pouvaient avoir avancé comme contribution. Donc, on a pu trouver, c'est peut-être sans doute le plus impressionnant, ou disons le plus éloigné de ce à quoi on peut s'attendre, notamment de nouveaux théorèmes, théories ou interprétations, alors notamment et surtout en philosophie de la physique, donc vous avez des exemples ici. On a aussi des philosophes qui sont impliqués dans des articles expérimentaux ou épidémiologiques, c'est le cas notamment de l'article de Wakefield qui est présenté ici. Deuxième catégorie générale, on va dire, des outils différents et nouveaux. Donc, par exemple, des méthodologies différentes. C'est le cas de de beaucoup d'articles de Barry Smith qu'on évoquait tout à l'heure, ou des nouveaux outils conceptuels, c'est-à-dire un concept redéfini et qui constitue en fait une redéfinition, disons, utilisable par des scientifiques. Donc, c'est bien sûr aussi, troisième catégorie qu'on peut mentionner, qui joue un rôle important et qui paraissait plus intuitif au départ, sont des participations dans des débats scientifiques. Donc ça, on considérera ça, je pense, comme assez intuitif, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas la seule chose que les philosophes des sciences peuvent faire dans des journaux scientifiques notamment. Dernier point, bien sûr, ces contributions scientifiques nous sont apparues comme assez rares, mais il était important aussi de voir si elles existaient. Donc, on passe maintenant, on a terminé de vous présenter les aspects intervention, visibilité, contribution. Donc, en gros, on a montré que de temps en temps, des philosophes des sciences publiaient en sciences. On a montré que de temps en temps, ils étaient cités par des scientifiques. Et on a montré que de temps en temps, beaucoup plus rarement, ils faisaient ce qu'on pouvait appeler de véritables contributions scientifiques, c'est-à-dire des contributions qui sont reconnues comme importantes par les scientifiques eux-mêmes, et de façon explicite. Là, maintenant, il s'agit de changer un petit peu de point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, avec nos trois catégories d'intervention, visibilité et contribution, on a délimité ce qu'on appelle des articles qui vont en fait pénétrer à travers la science. Mais attention, c'est pas parce qu'on a des articles qui ont été publiés en sciences, qui sont cités en sciences, qui sont contributifs, que ces articles vont compter comme des articles de philosophie dans les sciences. Pourquoi ? Parce que dans philosophie dans les sciences, il y a philosophie.
Et cette question de philosophie, elle est extrêmement importante. Imaginons que vous ayez une collaboration avec un scientifique et que vous ayez une sorte de deuxième casquette scientifique. Il se trouve que vous avez fait un petit peu de science et on vous sollicite pour faire un article de science. Ça ne va pas faire un article de philosophie dans les sciences, ça va faire un article de science, même si cet article est publié en sciences, cité en sciences et considéré comme contributif. Alors pour lutter contre ça, en fait, on fait une stratégie de filtrage qui consiste à dire que c'est très intéressant d'avoir identifié des articles qui ont comme ça cette forte interconnexion avec la science, mais ensuite on va regarder ceux qui vont véritablement réaliser 3 étapes, qui vont être du coup le passage de la détection de la PINS à la définition de la PINS, l'idée étant que vous allez compter comme un article de philosophie dans les sciences si vous commencez avec un problème scientifique, que vous utilisez de manière claire des outils philosophiques et si vous faites une proposition scientifique. Vous venez de la science, vous repartez à la science, mais la médiation par la philosophie est absolument indispensable. Et si on n'a pas cette médiation visible et claire par la philosophie, alors on a un article de science dont il se trouve qu'il a été écrit par un philosophe des sciences, mais pas un article de philosophie dans les sciences. Ne négligeons pas ce point. On a eu beaucoup d'interactions avec des philosophes des sciences et beaucoup nous ont dit « Ah, cet article, c'est un article de science. Il n'y a pas de philo dedans. Il n'y a pas de philo dedans. » Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver chez Patrick Soupise, par exemple, certains articles publiés par Soupise, et il a été explicite sur cette question, mais aussi si vous parlez avec Peter Godfrey-Smith, par exemple, qui est un grand philosophe des sciences, ces articles scientifiques, il vous dira lui-même très souvent que ce sont des articles qui ne contiennent pas de philosophie. Pas tous, hein, dont certains ne contiennent pas de philosophie. Et on a eu d'autres exemples comme ça, de philosophes vraiment très intéressants et qui nous ont dit explicitement il n'y a pas de philosophie là-dedans. Et nous, évidemment, on ne voulait pas s'appuyer simplement sur les déclarations, on a essayé de proposer une critériologie nous permettant de dire quand est-ce qu'on peut effectuer ce filtrage et dire que cet article est véritablement philosophique. Et évidemment, on a essayé d'être un petit peu conservateur, un petit peu exigeant sur ce qui va compter comme philosophique. Alors, il y a des exemples qui sont des exemples tout à fait clairs d'articles qui constituent de la philosophie dans les sciences. Là, on en a cité simplement 10 exemples. Prenez les domaines que vous connaissez le mieux, hein, Schrader-Fréchette, Ken Schaffner, Brian Skirms et Pimentel, Wilson et Sauber, Leiner. Enfin, vous voyez, il y a en fait Pfefferman, en fait, on a toute une série de domaines du côté des mathématiques, de la physique, de la médecine, de la biologie, etc., qui illustrent notre propos. Pour être beaucoup plus concret, je présente ici un exemple qui est un exemple à la fois très philosophie de la biologie, donc mon domaine, mais aussi quelque chose qui a influencé la philosophie des sciences beaucoup plus généralement. Voici un article écrit par David Wilson et Elliot Sauber. Donc David Wilson est un biologiste de l'évolution, Elliot Sauber est un philosophe de la biologie et un philosophe des sciences. Et dans cet article de 1989, Reviving the Superorganism, on a un article qui vraiment illustre parfaitement notre propos. Le problème de départ n'est pas un problème philosophique, c'est un problème scientifique. Est-ce que la sélection de groupe existe et est-ce que la sélection naturelle peut agir au niveau des superorganismes? L'outil philosophique utilisé est très clairement de nature philosophique, puisqu'effectivement, le but de l'article est de questionner la cohérence d'un propos. En fait, ce que fait l'article, c'est de montrer une incohérence dans l'idée dominante selon laquelle l'organisme peut être une unité de sélection, alors que le groupe ne pourrait pas être une unité de sélection. Et l'article fait véritablement une proposition scientifique, il formule en fait une hypothèse précise et testable à propos de la sélection se déroulant au niveau des superorganismes, il donne des exemples et ils font même une suggestion d'une nouvelle expérience à faire pour trancher cette conception du superorganisme, voir si elle peut fonctionner. Donc vous voyez, on a quelque chose qui est très clairement scientifique, qui a été très cité en sciences, mais qui passe par cette médiation extrêmement claire de la philosophie. Alors, on arrive maintenant à la dernière partie, avant la conclusion du propos. Donc, on vous propose de revenir à cette question, finalement, quelle est la différence entre la philosophie dans les sciences et le reste de la philosophie des sciences? Pour le dire de façon très simple et très intuitive, en général, les philosophes des sciences ne traitent pas de problèmes qui sont traitables par des moyens scientifiques. Généralement, les philosophes des sciences se distinguent par les questions qu'ils posent. Et de façon corrélée, les philosophes des sciences, bien sûr, ne font pas de propositions scientifiques. Par contre, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, ils font de la philosophie sur les sciences, donc ils discutent de ces problèmes scientifiques et ils discutent de ces contributions. Alors voilà comment on peut proposer de façon très schématique de représenter ça. Donc la philosophie sur les sciences,
ce qui est l'essentiel ou la plus grande partie de la philosophie des sciences, celle à laquelle beaucoup d'entre nous avons contribué, consiste en quelque sorte à, on va dire, surplomber un problème scientifique. Donc vous voyez dans la partie A du schéma tout en haut, vous avez un problème scientifique et vous avez en fait une argumentation philosophique qui surplombe le problème scientifique qui ne trouve pas de solution scientifique au travers de la philosophie. Alors ça paraît un peu étrange décrit comme ça, on se dit bon, pourquoi ça devrait être le cas? C'est évidemment pour faire le contraste avec le cas, la situation B, la philosophie dans les sciences, où là vous voyez en fait une double connexion se faire. C'est-à-dire une connexion, on va dire, ascensionnelle, si on veut, sur le schéma, c'est-à-dire le problème scientifique dont on est parti est connecté généralement par le philosophe à une argumentation philosophique qui se déploie, puis qui se restitue dans la science sous la forme d'une proposition ou d'un résultat scientifique. Voilà donc comment caractériser, alors c'est très simple, mais comment caractériser cette différence. Alors, quelques résultats maintenant parce que là c'est un petit peu théorique, quelques résultats sur le corpus dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'était important pour nous de regarder si dans ces articles qu'on avait filtrés déjà avec des outils bibliométriques, est-ce qu'il y en avait beaucoup qui constituaient réellement de la philosophie dans les sciences. Donc ça devait se faire évidemment à la main et on va dire en regardant s'il répondait à ce cahier des charges qu'on vient de décrire, ces 3 étapes notamment. Et en le faisant, nous avons établi une liste de à peu près 170 articles et on s'est arrêté là, c'est-à-dire on a pris des articles qui avaient une certaine visibilité, on n'est pas descendu plus loin dans la liste, simplement parce on s'est dit que c'était suffisant pour établir l'existence d'une tendance ou d'un courant en philosophie des sciences. Quelques enseignements aussi également assez intéressants. Le premier, c'est que ces philosophes, manifestement, voient, quand ils écrivent ces articles-là, voient comme leurs interlocuteurs privilégiés, pourrait-on dire, surtout les scientifiques, plutôt que d'autres philosophes. Donc ça, c'est assez évident. Alors, plusieurs points à l'appui. On voit par exemple que les références citées, c'est plus de 75%. À des articles scientifiques. Donc, en fait, on voit que la bibliographie de ces articles est scientifique. Ce n'est pas très étonnant, mais c'est un signe clair qu'on s'adresse à des scientifiques. 2/3 de ces articles, à peu près, ont pour co-auteur un scientifique ou plusieurs scientifiques. La plupart vont discuter ou critiquer en profondeur, c'est-à-dire en profondeur ça veut dire avec un certain degré de technicité scientifique, bien sûr, ou une affirmation, une thèse, un résultat scientifique précis. Et il y a un point qui est aussi très très frappant, c'est qu'on ne trouve pas ou quasiment pas d'articles de philosophie dans les sciences qui s'en tiennent au niveau général de la philosophie des sciences, ou au niveau de la philosophie générale des sciences. Le deuxième enseignement assez intéressant, ou deuxième ensemble d'enseignements, c'est quel genre de propositions scientifiques sont faites par ces papiers, par ces articles. La plupart en majorité, ce sont plutôt des outils conceptuels ou des participations à des débats théoriques. Quelques-uns sont des propositions, ou quelques-unes de ces propositions sont des propositions méthodologiques, donc de changement, d'amélioration, disons, d'une méthode scientifique, et quelques-uns de ces articles, mais très peu, sont en fait des résultats scientifiques à proprement parler ou au sens vraiment, on va dire, factuel du terme. Et donc, pour se demander ce qui est spécial à propos de la philosophie dans les sciences, il est utile de revenir à nos 3 questions initiales. Vous vous souvenez que certains nous ont dit être très surpris et être un petit peu sceptiques sur la possibilité de voir des philosophes faire des contributions scientifiques. On répond très clairement, ça existe. On peut ensuite discuter de la taille, des détails, etc. Clairement, ça existe. On a démontré que ça existait, des philosophes des sciences qui contribuent à la science. Deuxièmement, vous vous en souvenez, l'idée c'était est-ce que vraiment il faut faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dissolution ou d'instrumentalisation de la philosophie? Alors sur la question de savoir si les philosophes doivent ou non faire ça, la question de savoir s'il faut promouvoir la philosophie dans les sciences, évidemment, nous vous laissons chacune et chacun totalement juge.
Ce que nous, on peut établir, c'est qu'il n'est pas exact que faire de la philosophie dans les sciences va nécessairement dissoudre la philosophie. Nous avons en fait trouvé des exemples d'articles qui sont effectivement des articles qui vont être interventionnistes, qui vont être des articles pins et qui en réalité vont être philosophiquement extrêmement riches, extrêmement solides. Un des exemples qui est revenu très souvent dans nos analyses, c'est le travail de David Hull, qui est un des grands fondateurs de la philosophie de la biologie, et qui est un travail très fortement philosophique, pour lequel je mets au défi un quelconque philosophe de nous dire que ce n'est pas de la philo, en plus d'être de l'excellente science. Troisièmement, la trivialisation. On fait tous ça. Alors non, non, pas du tout. En fait, une toute petite minorité de philosophes fait ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est absolument pas la question. Simplement, on peut démontrer que si vous définissez la philosophie dans les sciences comme le fait de partir d'une question scientifique et de par une médiation et des outils philosophiques, comme l'a très bien expliqué Maël, vous revenez à la formulation d'une proposition scientifique, alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement minoritaire en philosophie des sciences. Ce qui nous conduit à notre conclusion, et on a voulu être, je ne dirais pas bref, puisque 40 minutes, ce n'est pas bref, mais disons, on a voulu ne pas être trop long, parce qu'on sait bien que présenter des résultats de scientométrie et de bibliométrie, c'est toujours quelque chose d'un petit peu épuisant, disons un petit peu aride dans le contexte des conférences habituelles qu'on fait en philosophie. Néanmoins, nous pensons que l'utilité d'une démarche comme celle-là, c'est de passer d'une démarche où la plupart des gens vont avoir des idées relativement arrêtées sur les interactions entre philosophie et sciences, à une démarche qui, pour nous, consistait à faire un travail empirique, un travail bibliométrique, de manière à pouvoir confronter ce que nous-mêmes, bien sûr, nous pensions sur la philosophie et les sciences, à une sorte de réalité des interactions entre philosophes et sciences telles qu'elles se sont produites au cours de ces dernières années, et du coup d'en tirer des conséquences. Et ces conséquences, c'est d'abord que nous pensons avoir dans cet article fournit la première caractérisation d'un sous-domaine de la philosophie des sciences qui nous paraît important et qui combine d'une manière unique la philosophie et les sciences, et c'est précisément ce petit sous-domaine que nous proposons d'appeler la philosophie dans les sciences. La philosophie dans les sciences consiste, comme nous l'avons dit, à soulever un problème scientifique et à utiliser des outils philosophiques pour répondre à ce problème. Et c'est exactement cette démarche dont nous avons démontré l'existence à travers notre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les philosophes des sciences peuvent produire du savoir scientifique. C'est, nous semble-t-il, une contribution relativement importante que ce travail que nous avons fourni au débat entre le dialogue et la philosophie des sciences. Pourquoi une contribution que nous pensons importante? Alors peut-être à tort, c'est que, encore une fois, c'est une contribution qui s'appuie sur une démarche d'abord descriptive avant de se poser des questions sur où est-ce que nous devons aller maintenant dans le dialogue entre philosophie et sciences. Alors l'une des questions qu'on a mentionnées tout à l'heure, c'est celle de savoir si il y a une communauté philosophie dans les sciences au sens sociologique du terme. En gros, notre réponse est plutôt non, mais attendons la fin, comme aurait dit La Fontaine. C'est-à-dire que actuellement, il n'y a pas de sens de cette communauté. Je vous donne un exemple très concret. On a eu des interactions très fortes avec David Mannament. David Mannament, qui est un professeur de philosophie de la physique qui a fait des contributions majeures à la physique. Et en fait, il n'avait pas de sens d'appartenir à une même communauté que des philosophes de la biologie comme Elliot Sauber, par exemple. En gros, c'est des gens qui ne se parlent pas, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Pourquoi? Mais parce que c'est archi-technique ce qu'on est en train de décrire. C'est-à-dire que la plupart des gens dont on parle ont en fait des contributions à la science qui nécessitent un savoir technique tel que vous avez un effet nécessairement de spécification de votre travail. Et donc, vous n'allez pas nécessairement connaître le travail technique des spécialistes de philosophie de la physique lorsque vous faites ça en philosophie de la biologie ou en philosophie de la médecine. Donc, pour l'instant, nous pensons qu'il n'y a pas cette communauté. Nous espérons que notre article pourrait contribuer de manière évidemment modeste à faire naître le sens de cette communauté. Simplement en disant, en fait, vous partagez une méthodologie commune et si ça vous intéresse de la clarifier, de l'explorer, etc., voilà ce qu'on pourrait dire ensemble sur ce qu'est la philosophie dans les sciences et éventuellement où elle pourrait aller à l'avenir. Nous remercions bien sûr notre équipe, l'équipe que nous co-dirigeons à Bordeaux, Maël et moi, et en particulier Wiebke Bretting, qui n'est plus maintenant dans notre équipe, qui a été une project manager
exemplaire de mon projet ERC et par la suite qui nous a aidé sur la plupart des travaux que nous avons entrepris et également toutes les personnes dont vous voyez le nom à l'écran ici. Alors évidemment, il y en a eu beaucoup plus, hein, mais ces personnes-là nous ont fait la gentillesse de nous relire, de nous critiquer, de dire ce qui n'allait pas, etc. Et ça a été particulièrement précieux pour nous. Et puis bien évidemment, nous vous remercions pour votre attention et espérons ne pas avoir été trop agaçant avec ces chiffres, mais on pensait que c'était important pour développer la thèse qu'on voulait développer aujourd'hui. Merci infiniment. Non, c'était vraiment parfait, d'autant plus qu'une intervention de ce type au sein d'une institution qui porte le mot archive dans son intitulé, c'est parfait. On apprend vraiment énormément de choses, aussi du point de vue méthodologique à partir de votre intervention. Chers toutes et chers tous, donc c'est le moment où vous pouvez poser des questions. Donc, quelle est vous avez cité, parmi les philosophes que vous avez cités, celui que je connais le mieux, c'est sans doute Barry Smith, pour ses travaux en ontologie donc, du cancer notamment. Et sauf que Barry Smith, quand il fait cette ontologie du cancer, il a une prise de position initiale qui me paraît très intéressante, mais du coup, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Sa prise de position est celle de se dire qu'il ne fait pas de l'ontologie à proprement parler, c'est de l'ontologie formelle. La philosophie avait l'habitude de faire de l'ontologie au sens fort du terme. Donc, Barry Smith, c'est comme s'il profitait de la dextérité intellectuelle de la philosophie, mais de facto, c'est à quoi il joue, c'est davantage un vrai travail de classification des notions au service des scientifiques, mais ce n'est pas la même chose que faire de la philosophie. C'est peut-être aussi pour cela qu'il est aussi cité. Et donc voilà, je ne connais pas suffisamment bien les travaux des autres personnes que vous citez, donc j'aimerais bien que vous en disiez davantage sur sur la force, pour ainsi dire, philosophique et sur la méthodologie philosophique qui se cache derrière ces contributions, par ailleurs évidemment fascinantes. Alors, c'est une question qui est effectivement très importante. Il y a un premier élément de réponse, je pense, vient d'une distinction importante entre, disons, deux conceptions de la philosophie. La philosophie se définit par ses questions ou la philosophie se définit par ses méthodes. Et en fait, si elle se définit clairement par ses questions, alors ce que fait Barry Smith, ce n'est pas de l'ontologie philosophique. Ce n'est clairement pas de la philosophie, je pense. Si en revanche, elle se définit par ses méthodes, comme tu viens de le dire, je reprends ton expression, profiter de sa dextérité intellectuelle, plus précisément, c'est peut-être pas simplement profiter de sa dextérité intellectuelle, mais c'est aussi, et plus précisément, utiliser certains outils. Et je pense que certains des papiers de Barry Smith où il articule justement, la plupart des papiers dont on parle ne sont pas explicites sur cette articulation. Mais il existe au moins quelques papiers dans lesquels il fait le distinguo entre des questions d'ontologie philosophique et des questions d'ontologie dans les sciences biomédicales. Et c'est intéressant parce que je pense que ça va plutôt dans le sens de la réponse que je viens de faire. C'est-à-dire qu'en fait, il distingue des questions en disant, bon, ça c'est une question philosophique, donc ça appartient à la philosophie, ça c'est une question scientifique, et en revanche, les méthodes, elles, ne sont pas comment dire, mises de côté quand il fait un travail scientifique. Donc j'aurais tendance à répondre de cette façon-là. J'ajoute un tout petit point, c'est qu'on n'a pas gardé tous les articles de Barry Smith dans notre deuxième étape, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le filtrage dont on parle a consisté justement à enlever un certain nombre d'articles pour lesquels l'aspect vraiment méthodologie philosophique dont parle Maël n'était pas suffisamment présent à nos yeux. Alors bien évidemment, il y a un aspect interprétation là-dedans. Simplement, en fait, ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que à chaque fois qu'on avait un doute, on a été exigeant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un doute, on a exclu quelque chose. Et ça nous a permis de mettre en évidence un noyau minimal de philosophie dans les sciences. Mais c'est un complément de réponse au sens où on n'a pas gardé tout de Barry Smith sous prétexte que c'était un philosophe de formation. On a vraiment fait attention à ça. Super, merci infiniment. Monsieur Debreu, allez-y. Et ensuite Alexis. Bon, j'appartiens à la génération précédente et donc je ne puis que me réjouir du militantisme de la génération actuelle que nous avons, il faut bien le dire, formé dans une certaine direction. Et je ne puis que me réjouir de la popularité nouvelle de ce concept de philosophie dans les sciences. Je pense y avoir quelque peu contribué.
Bon, beaucoup de choses ont été dites dans les deux exposés qui ont précédé. Le statut, le rôle de la philosophie me paraît quelque chose d'absolument essentiel, mais c'est la philosophie en tant que telle. C'est bien la philosophie en tant que telle. Je prends 3 exemples. Il m'est arrivé de pondre un bouquin sur le possible et les biotechnologies, sous-titré Essai de philosophie dans les sciences. C'était en 2004. Et dans ce livre, l'enjeu, c'était la relation catégoriale entre le possible et le réel en matière de biologie. Bon, c'était un livre, ce n'était pas un article. Un article, il faut 1 an, 2 ans. Un livre, il faut 5, 6 ans. Autre exemple, l'utilité d'un philosophe dans un laboratoire. J'ai vécu ça personnellement pendant un certain nombre d'années à Lyon, dans le laboratoire du professeur Michel Jouvet sur le sommeil paradoxal, bien connu, très bien connu. Eh bien, un philosophe dans un laboratoire, ça peut être utile en tant que philosophe pour débloquer certaines situations, certaines difficultés, certaines contradictions, certains blocages, par exemple en matière de causalité ou en matière d'individuation, ce qui a été, je pense, quelque chose d'assez utile pour le développement ultérieur des recherches en matière de neurophysiologie du sommeil et du rêve. Bon, ceci étant, je pourrais donner d'autres exemples, mais le fait que la philosophie en tant que telle, je dis bien en tant que tel, possible et le réel, c'est quand même des articulations philosophiques. L'individuation, c'est quand même un thème philosophique très fort. La causalité, les questions de causalité nécessaire, suffisante, etc., en matière finalement de logique, des conclusions que l'on peut tirer des expérimentations, eh bien, tout ça, c'est quand même de la philosophie, c'est même de la logique, finalement. Donc, philosophie dans les sciences, il y a beaucoup de manières d'en faire, et je ne puis que féliciter mes jeunes collègues d'avoir pris le relais de la génération vieillissante. Voilà, c'est tout. Merci, M. Lebrun. Merci beaucoup, Claude. D'abord, ça me fait plaisir de te revoir là, même si ce n'est pas en présence physique. Je vais juste ajouter un petit point à ce que tu viens de dire. Donc, je suis complètement d'accord et je pense que Thomas également, sur les contributions invisibles. Parce que je pense que 2 de tes remarques pointaient dans cette direction-là. Alors, je veux dire invisible au sens bibliométrique du terme. Donc, il y en a 2 essentiels que tu as évoqués. Le livre. Donc, le livre, effectivement, c'est une question un peu technique, mais était exclu de nos bases de données parce que tout simplement on a utilisé le Web of Science qui ne répertorie pas les livres. Donc c'est une limite et c'est important parce qu'il y a des contributions très importantes de philosophie dans les sciences qui se font sous la forme de livres. On a une semi-réponse partielle, vraiment partielle à ça, qui nous a été proposée notamment par Yves Gingras sur la base de travaux bibliométriques, à savoir que la plupart du temps, si on se concentre sur les articles, on va au moins trouver les noms des contributeurs, parce que la plupart du temps, les contributeurs de livres sont aussi des contributeurs d'articles, donc on va trouver des articles aussi. Il y a un autre point qui est très important aussi et qu'on connaît tous, hein, c'est le biais anglophone des bases de données. Donc ça, c'est aussi un autre point qui est important. Et le deuxième élément qui nous paraît aussi très important et qu'on vit quotidiennement et dont on sait que tu l'as vécu aussi durant ta carrière, c'est la contribution invisible dans le labo, c'est-à-dire au sein du labo. C'est-à-dire que parfois, c'est une discussion et la discussion, on peut être répertorié dans les remerciements ou pas, mais on a joué effectivement un rôle on va dire, par exemple, dans le déblocage d'un problème, comme tu l'évoquais, dans la prise d'orientation d'un laboratoire, etc. C'est difficile, en fait, à mesurer, bien entendu, et surtout quand on essaye de le faire au niveau global. Donc, on peut le faire avec une enquête de type ethnographique. Ça, on ne l'a pas fait. On s'en est tenu pour notre travail ici à de la bibliométrie. Donc, ça a imposé, en fait, d'essayer de dégager des grandes tendances et de s'appuyer sur ce corpus constitué avec des éléments de preuve, disons, qui étaient facilement objectivables. Mais ce que je souligne dans ma réponse à ton intervention, c'est l'importance de considérer qu'il y a de la philosophie dans les sciences sous d'autres formes aussi, et qu'elle ne se limite pas à ces articles qu'on a évoqués. Oui, je voudrais juste aussi remercier les archives Poincaré et
transmettre toutes mes amitiés, mes salutations à l'équipe des archives Poincaré, parce que, bon, c'est un détail encore, mais les archives Poincaré, nous sommes très proches dès leur origine, les archives Poincaré, puisque Gerhard Heinzmann et moi-même avons été parmi les fondateurs de cette magnifique entreprise. Voilà. Merci infiniment. Je transmettrai à Gerhard Heinzmann qui est actuellement en voiture vers Paris pour récupérer de nouvelles archives précisément et enrichir notre bibliothèque déjà incroyable. Évidemment, j'en profite pour rappeler que nous célébrons cette année 30 ans. Donc, sans doute, on va vous croiser, Monsieur Debreu, dans ce contexte. Je l'espère en tout cas. Je m'en réjouirai beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Cher Alexis, vous qui êtes doctorant en biologie, c'est à vous. Oui, tout à fait. Je me demande si de vos travaux, il ressort, on va dire, des disciplines scientifiques qui seraient plus propices aux incursions de la philosophie dans les sciences. C'est clair, oui. Alors, en fait, il y a effectivement des relations intéressantes qu'on n'aurait pas forcément pu immédiatement anticiper. Le domaine qui semble avoir été le plus favorable, c'est en fait la biologie, la philosophie de la biologie. C'était pas forcément évident, notamment parce que on a tous entendu des philosophes de la physique expliquer que la philosophie de la physique faisait souvent des contributions très importantes à la physique. Eh ben, statistiquement, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des exemples il y a des exemples tout à fait probants, mais en fait, la philosophie de la physique est très très peu visible dans nos statistiques. Donc c'est intéressant parce que évidemment, alors j'ai cité tout à l'heure Malamant, il y a des gens beaucoup plus peut-être beaucoup plus attendus, comme on a un certain nombre, disons, de personnes qui nous ont paru attendues, d'autres pour lesquelles on a été un peu étonnés de voir qu'en réalité, du côté de leur visibilité en sciences, c'était assez modeste. Ensuite, on a un résultat qui est extrêmement important, mais qui en fait est un résultat qu'on n'a volontairement pas développé. Je m'explique. L'un des champs les plus favorables à l'interaction, ce sont les sciences cognitives. Évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une discipline qui, avec toute sa diversité, a été construite avec des apports très, très importants de la philosophie dès le départ, presque constitutivement et sociologiquement. On a décidé, en fait, on espère en tout cas, de consacrer une étude spécifique à la question des sciences cognitives et des neurosciences les plus cognitives à l'avenir. Parce qu'en réalité, les frontières étaient tellement complexes, notamment au niveau des journaux. C'est-à-dire qu'il est très difficile de dire « Ah bon, ça c'est un journal de philosophie de neurosciences versus c'est un journal de neurosciences », surtout lorsqu'on touche à des questions de sciences cognitives. Et donc, en fait, on a identifié des personnes, que ce n'est pas surprenant, Dennett, etc., qui sont des gens qui sont tout à fait des philosophes dans les sciences, mais en fait avec une telle porosité entre les champs que c'était un petit peu plus difficile à établir. Et donc, pour répondre à votre question, dans les champs qu'on a vraiment bien identifiés, philosophie de la biologie ressortait très clairement et d'autres champs nettement moins, en fait, pour dire les choses clairement. Il y a des raisons historiques à cela que nous connaissons. Il y a eu en fait une très, très, très grande proximité entre à la fois l'épistémologie historique tournée vers des questions de biologie et côté plutôt anglo-saxon, philosophie analytique des sciences, etc., des proximités très très fortes avec des biologistes, en fait, des deux côtés, ou des gens qui avaient des formations doubles, médecins, philosophes, biologistes, philosophes, etc. Donc c'est probablement un élément d'explication historique très très fort, enfin généalogique très fort de ce qu'on a observé. Mais c'était intéressant à voir. Et ensuite, on a pu raffiner au sein des différents domaines. Pour vous donner un exemple concret, et celui-là n'est pas du tout surprenant, en biologie, c'est l'évolution qui a été la plus favorable aux interactions avec des philosophes. Là encore, pas très surprenant, à la fois sur le fond, conceptuellement, mais aussi parce que la philosophie de la biologie à l'anglo-saxonne a en fait été cofondée par des Ernst Mayr, par des Lewontin, etc., etc. Donc forcément, ces gens ont joué un rôle décisif. Par exemple, pour Lewontin, il a accepté pendant des décennies des philosophes dans son laboratoire. Donc forcément, ça a joué un rôle décisif dans ces interactions. Voilà en gros une représentation rapide de ce qu'on a trouvé. D'accord, merci beaucoup. C'est super parce qu'on a vraiment l'impression quand on étudie la philosophie, au début en tout cas, que c'est la physique, et notamment la physique quantique, qui aurait été un champ privilégié, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Ouais. Cher Benjamin, c'est à vous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Oui. Vous disiez que accéder à la philosophie dans les sciences, ça demande un très haut niveau de spécificité. Et je me demandais justement s'il était possible en fait d'atténuer ce coût d'apprentissage, par exemple en créant un nouveau cursus qui mêlerait lui-même philosophie et sciences, ou en essayant de l'intégrer en fait au niveau universitaire, parce que j'ai l'impression que rien qu'au niveau universitaire, la scission dans la formation est absolument énorme. On trouve à peine quelques rares options, parfois on arrive à mélanger philo et sciences. Par exemple, à l'Université de Strasbourg, on a ça dans le master d'épistémologie. On peut retrouver quelques étudiants de physique parfois dans nos cours, mais en général, c'est extrêmement rare. Et je me demandais du coup si au niveau universitaire, vous avez pensé peut-être à faire quelque chose pour aller dans cette voie. On ne peut pas mieux tomber, merci pour la question. En fait, nous ouvrons un master dédié à ce type de formation en septembre prochain. Donc, je pense, pour vous en particulier, si vous êtes doctorant, c'est un peu tard, je suppose. Mais alors, du coup, l'idée, pour être un peu plus précis, je pense que c'est quelque chose que les philosophes des sciences ont toujours, ou du moins depuis extrêmement longtemps, sur quoi ils ont toujours beaucoup insisté. Donc ça, il y a des précédents historiques très importants et très forts là-dessus. Donc ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est d'aller encore plus loin. Et alors évidemment, en rétrécissant le champ, parce qu'on n'avait tout simplement pas les compétences ou les capacités à encadrer, par exemple, des gens qui allaient essayer de le faire en philosophie de la physique. En philosophie de la physique, nos compétences à Thomas et à moi sont évidemment assez limitées, ce n'est pas nos domaines. Donc on l'a fait en médecine et en biologie. Et encore, il faudra évidemment restreindre très probablement ce que les étudiants en question pourront faire, c'est-à-dire à un certain nombre de domaines qu'on connaît un petit peu, ou du moins sur lesquels on a des capacités d'encadrement. Donc voilà, donc ça, oui, on est en train de le faire. Et bien sûr, on sera peut-être assez unique au sens où, avec ce cursus, au sens où on le pousse très très loin, où c'est vraiment l'objectif de la formation. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui existe dans énormément d'institutions. Vous avez cité Strasbourg, il y a beaucoup d'institutions dans le monde où on demande aux philosophes des sciences de se former en sciences. Un des précédents qui nous a beaucoup inspiré aussi, sur lequel on a beaucoup réfléchi, c'est une expérience qui a été menée à Milan, en particulier, ou un programme doctoral dans lequel les doctorants avaient régulièrement des stages en labo scientifique, et vous avez une génération de jeunes chercheurs européens qui est arrivée à partir du milieu des années 2010, un peu avant, on va dire, dans nos champs, et qui ont été formés là, et qui ont un fort niveau de compétence sur des questions autour du cancer. Ils étaient en fait, ils avaient travaillé pour beaucoup d'entre eux dans des labos faisant de la recherche sur le cancer. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci beaucoup, ça m'intéresse du coup. Merci beaucoup pour cet échange. Cher Maël, c'est à vous. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, non, merci beaucoup pour cet exposé que j'ai beaucoup apprécié et écouté avec attention. Parce qu'il se trouve que je suis moi-même chimiste et je me suis tourné vers la philosophie des sciences et l'épistémologie justement pour résoudre des problèmes que je pense c'est scientifiques à la base, enfin qui le sont d'ailleurs. Donc j'ai l'impression déjà dans ma démarche de faire de la philosophie dans les sciences, mais il se trouve que moi, quand j'expliquais ma démarche, je parlais plutôt de philosophie pour la science, ou plus spécialement d'épistémologie pour résoudre des problèmes scientifiques. Donc, j'ai deux questions. C'est une de terminologie. Pourquoi vous avez appelé philosophie in science et pas philosophie for science, par exemple. Et ma deuxième question, c'est quel est le rôle la place du coup de l'épistémologie dans la philosophie in science, ou est-ce qu'il y a une place particulière, ou est-ce que c'est négligé ou négligeable? Voilà mes deux questions. Merci. Je peux commencer peut-être à répondre, et je suis sûr que Maël aura des compléments parce que ce sont des questions vastes. Le pour la science est effectivement extrêmement important. Nous, en fait, on a tenu compte d'une manière
donc le terme à la limite, si pour vous convient mieux pour décrire la même chose, nous on n'a pas de problème avec ça. Pourquoi on a choisi dans? En réalité parce qu'on était dans une démarche consistant à véritablement regarder non pas juste comment on proposait des réflexions philosophiques susceptibles d'être mises au service de la science, mais comment des philosophes allaient au contact de la science et des scientifiques pour faire ces contributions. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'en fait, ça passe par une démarche où vous êtes vraiment dans plutôt que pour, au sens où, par exemple, vous êtes dans des journaux scientifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les reviewers, enfin les arbitres qui vous évaluent sont en fait en situation anonyme. Vous êtes philosophe. Vous avez écrit un article pour une revue de sciences, ils n'ont aucune idée que vous êtes philosophe et vous devez passer le stade et des éditeurs et des reviewers. Donc ça, c'est ça qu'on appelle être dans. De la même manière, on appelle être dans le fait de vouloir faire une contribution scientifique, c'est-à-dire une contribution à la science et non pas juste utile à la science, mais quelque chose qui va être considéré comme une contribution scientifique. Par exemple, si vous redéfinissez la notion de superorganisme, en fait, vous faites une contribution à la science et non pas juste pour la science, alors que les deux, bien sûr, terminologies sont acceptables. De la même manière, on a beaucoup insisté sur quelque chose qui n'est pas du tout une condition nécessaire, mais qui est quelque chose qui va aider considérablement la démarche, c'est que bien des gens que nous avons identifiés dans notre démarche sont en fait dans des laboratoires de sciences. Ils sont dans des laboratoires de sciences parce que, en réalité, le genre d'expertise, de technicité, etc., qu'ils ont pu acquérir, c'est en fait lié à une pratique quotidienne de la science. Et là, ça rejoint ce que disait Claude Debrouet tout à l'heure, c'est-à-dire que l'une des meilleures manières de faire ça, c'est bien sûr d'être au plus près des scientifiques pour comprendre quelles sont leurs questions, quels sont les problèmes qu'ils posent dans leur séminaire d'unité, qui sont par exemple pas du tout les mêmes que ceux qui sont dans les manuels, mais pas du tout. Il y a vraiment un abîme entre les questions de manuel et les questions que l'on trouve au laboratoire toutes les semaines lorsque vous êtes dans. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur le dans, mais on est totalement d'accord avec vous sur le fait que c'est aussi une démarche de disons, de donation, comme on dit dans un vocabulaire philosophique différent, c'est-à-dire que ça consiste aussi à dire j'utilise mes outils philosophiques, mon savoir philosophique pour me mettre au service de la science. Et en ce sens, le pour serait tout à fait satisfaisant. Voilà pour cet élément. Je ne sais pas si Maël, tu veux ajouter quelque chose, et puis aussi il y a la question de l'épistémologie qui est importante également. Oui, alors ça dépend, il faudrait préciser en quel sens vous entendiez épistémologie en fait. Donc enfin, si vous l'entendiez au sens disons, si vous l'entendez au sens traditionnel qu'on connaît tous français, plutôt français, je n'aurais pas fait de différence ou j'aurais eu besoin que vous me précisiez en quel sens vous faisiez une différence, ou alors vous parliez peut-être de l'utilisation de l'épistémologie historique par exemple dans les sciences, je ne sais pas. Et si vous l'utilisez ou vous souhaitez l'utiliser au sens de anglo-saxon, on va dire, de philosophie de la connaissance, là, je n'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit. C'est plutôt dans ce sens-là, ouais, le deuxième Ouais, sens. ce deuxième sens. En fait, comme vous l'a dit Thomas tout à l'heure, comme on a plutôt mis de côté tout un corpus, en fait, notamment concernant les sciences cognitives, où ça limite, en fait, ça a limité, disons, méthodologiquement, le fait qu'on ait trouvé ce type de contribution. Voilà. Et autrement, un autre élément de réponse, je vous renvoie au petit schéma avec les roues dentées qu'on vous a présenté tout à l'heure. Si ça avait été de la philosophie pour les sciences, en fait, ça aurait un petit peu oblitéré une des conditions qui nous paraissait importante, qui était de partir d'un problème scientifique. C'est-à-dire que il y a une façon de contribuer à la science, de faire de la philosophie pour la science, qui part de la philosophie. C'est-à-dire qui part de questions philosophiques. C'est évidemment très pertinent aussi, et ce sont des choses qu'on a aussi envie de faire. C'est-à-dire on va poser à la science un problème que la science ne se pose pas, par exemple. Et là, c'est de la philosophie pour la science. Je pense qu'une des idées qu'on a aussi en tête en parlant de philosophie dans la science, c'est vraiment de partir de la question scientifique. Donc, je pense que c'est une occasion importante que vous nous offrez là pour de préciser ça et d'insister vraiment sur chacune de ces trois étapes. Parce que, encore une fois, quand vous regardez le détail des articles, vous en trouvez beaucoup dans lesquels un philosophe a écrit, il est parti d'une question scientifique, il a fait une proposition scientifique, mais il n'y a pas de philosophie entre les deux. Ou alors, vous en trouvez beaucoup dans lesquels on part d'une question scientifique, et puis on s'en va vers la philosophie, et ensuite on pose la question pour elle-même en philosophie, ce qui est aussi évidemment tout à fait légitime. Ce n'est pas de la philosophie dans les sciences. Et vous avez encore un autre cas de figure dans lequel vous partez d'un problème philosophique, vous l'élaborez et vous le posez à la science, et peut-être ça fait effectivement une contribution scientifique d'un certain type. Et en fait, ça pourrait s'appeler philosophie pour la science. Donc en fait, l'idée de philosophie dans la science, pour moi, veut aussi dire qu'on va en quelque sorte faire rentrer ou arrimer, si vous voulez, la philosophie dans la science, au départ et à l'arrivée.
Merci beaucoup pour ces réponses exhaustives. Il y a plein de questions sur le chat, mais je vais, si vous permettez, privilégier effectivement des questions avec des personnes. Donc, on va d'abord laisser l'opportunité, notamment à notre the future head of Archive.carré, Andy Arana. The floor is yours. Merci beaucoup. J'ai deux petites questions. La première, est-ce que vos enquêtes incluent aussi la philosophie des mathématiques? Et deuxièmement, est-ce que il y a une catégorie qu'on appelle la méthodologie des sciences. Et je pense que quand je pense à votre catégorie de philosophie dans la science, est-ce qu'il y a une intersection avec cette ancienne catégorie méthodologie des sciences avec votre nouvelle catégorie? Donc, on a tout à fait inclus les mathématiques et les sciences formelles en général. On a eu quelques cas compliqués puisque, comme Andrew, vous le savez mieux que nous, il y a toute une série de revues, par exemple, où il y a vraiment une interpénétration extrêmement forte. On a néanmoins trouvé un petit peu les gens auxquels on s'attendait, côté philosophie des mathématiques, etc. On a trouvé des gens cités en sciences. Alors, peu, parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de citations en mathématiques en général par rapport à, comme je disais tout à l'heure, des champs comme la médecine, etc. Mais relativement à leur champ, on a tout à fait identifié des philosophes assez... Enfin, c'est un peu ceux auxquels on s'attendait, nous qui ne sommes pas formés en philosophie des mathématiques, c'est un peu ceux auxquels on s'attendait qui effectivement ont par exemple des arcs en sciences, donc en fait sont autant cités que des scientifiques du domaine, etc. On les a bien identifiés dans notre travail. Sur la méthodologie des sciences, je ne sais pas si Maëlle, tu as une réponse plus... moi, en fait, ça dépend de ce que vous appelez méthodologie. Est-ce qu'on peut éventuellement... est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Par exemple, des grands congrès internationaux, on trouve parfois qu'il y a cette catégorie de méthodologie des sciences qui est, comme j'ai dit, ancienne, peut-être c'est une partie de l'application de la logique à la philosophie. Parfois, dans l'époque de Tarski, par exemple, on a souligné, et à Berkeley, maintenant, il y a le programme de doctorant qui s'appelle encore Logique et la méthodologie des sciences. Et donc, je pense à cette idée encore peut-être anglo-américaine, mais je crois pertinente à la discussion qui vous avez fondée. Et donc, je pense encore à cette description, par exemple, les congrès de CLM-PST incluent, je crois, méthodologie comme une catégorie. Et donc, c'est cette catégorie auquel je pense. Alors, quelques éléments supplémentaires, du coup, une fois que la question est précisée, merci. En fait, je pense que ça recoupe plusieurs points. Premier point, évidemment, méthodologie des sciences en tant que telle n'est pas un domaine scientifique identifié. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas le trouver comme une catégorie de sciences dans le Web of Science, par exemple. Donc ça, comme ça a été notre base sur la question de la cible, si vous voulez, ou le champ scientifique duquel on part et auquel on revient, on ne peut pas trouver ce champ-là. Ce ne sera pas possible par définition. Du coup, par contre, la question devient, est-ce que au sein de la philosophie, il va y avoir, par exemple, un ensemble de questions, de méthodes, de façons de penser, un champ, disons, qui est consacré à la méthodologie et qui va être utilisé pour contribuer aux sciences. Là, la réponse est bien sûr clairement oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a en fait deux, et c'est parfois... ça nous a posé plus de problèmes, je pense, à détecter que... alors, je m'explique. En fait, on s'est rendu compte que certaines contributions portent sur vraiment des questions, on va dire, clarifiées, par exemple, ce qu'est un gène. Je prends cet exemple-là. Qu'est-ce que c'est qu'un gène, par exemple? Donc là, on parle d'un objet dans le monde et on essaye d'en préciser la description, avec les ambiguïtés que peut avoir le terme, etc. Donc, voilà, on a ce type de questions. Et puis, on a des questions qui, elles, sont plutôt méthodologiques par nature. Ça va être des questions du type, par exemple, quand est-ce qu'on peut estimer qu'on a démontré que A cause B, par exemple, pour le dire de façon très, très générale. Et, voilà. Et donc, en fait, on a clairement, dans certains domaines de la philosophie, dans les sciences, ce sont des questions méthodologiques qui dominent. Donc, dans un domaine que je connais, qui est un des domaines qui me sont les plus familiers, on va dire la philosophie de l'evidence-based medicine,
évidemment, de façon très évidente, les questions sont méthodologiques. Donc, en fait, la partie de la philosophie qui va être contributive est méthodologique elle-même. Donc, on peut l'appeler en un sens général méthodologie des sciences, ou elle appartient, disons, à ce champ-là. Et dernier élément de réponse, parfois, c'est très difficile, justement, dans ce genre de questions, de faire un distinguo clair entre de la philosophie et de la méthode. Et notamment en philosophie des statistiques et statistiques, il y a bien sûr une distinction qui peut être faite clairement pour certaines contributions, mais pour d'autres, c'est vraiment très difficile de distinguer l'un de l'autre. Voilà, donc quelques éléments de réponse, mais c'est clairement une des difficultés qu'on a rencontrées, ça c'est certain. Merci beaucoup. Merci. Gaëlle, c'est à toi. Oui, merci Anna. Je me centre. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup pour la clarté de la méthodologie quantitative que vous avez utilisée et qui est très étonnante à entendre en philosophie, évidemment. Alors, il se trouve que je suis plutôt familière avec les méthodologies quantitatives depuis 2 ans et demi, puisque je suis une philosophe qui travaille comme postdoctorante dans un laboratoire de santé publique. Donc, mes collègues sont biostatisticiens, infectiologues, épidémiologistes et pharmaciens. Et évidemment, votre exposé, le travaux de vos recherches m'a beaucoup parlé et stimulé dans la réflexion que je peux avoir sur mon propre travail. Alors, j'ai toute une série de questions auxquelles vous avez déjà en grande partie répondu. Alors, d'abord, la question des biais, forcément, puisque c'est une méthodologie quantitative. Vous devez avoir l'habitude qu'on vous la fasse. Donc, il me semblait qu'une des limites de la façon dont vous avez posé les limites de votre investigation, justement, c'est que vous vous êtes intéressé aux philosophes des sciences qui ont une certaine notoriété, qui ont écrit. Et je me disais que forcément, vous étiez passé à côté des petits, des gens comme moi, qui n'ont absolument aucune notoriété, qui n'ont aucune œuvre quelconque en philosophie des sciences, et qui pourtant travaillent dans ces laboratoires et publient dans des revues scientifiques d'infectiologie notamment. Et je me demandais si vous aviez réfléchi à la façon dont vous pourriez mieux tenir compte de ces apports qui, pour ce qu'on en sait, sont peut-être plus importants en quantité, je ne parle pas en qualité, en quantité que les philosophes des sciences qui ont une certaine notoriété. Et alors, j'imagine que ce serait assez compliqué, mais bon, est-ce que vous y avez réfléchi? Et je me demandais aussi comment vous aviez, autre biais possible, délimité ce que vous appelez les sciences par rapport au SHS. Est-ce que, par exemple, la santé publique, donc puisque je suis dans un laboratoire de santé publique, c'est une science? Alors, mes collègues m'entendraient, ils rugiraient, bien sûr, mais est-ce que vous l'avez inclus? Et une dernière question, vous avez répondu en grande partie précédemment. Personnellement, mon apport, mais je pense que c'est l'apport de beaucoup de petits philosophes recrutés dans les laboratoires de sciences, c'est qu'on aide beaucoup à repenser les catégories, les définitions et les notions, et que les articles dans lesquels on est co-auteur n'auront absolument aucune incidence dans la communauté des philosophes, mais que pourtant, ils auront eu leur importance en sciences, en général, parce que c'est des définitions qui vont pouvoir être réutilisées, on va pouvoir repenser les problèmes, et y compris dans des méthodologies quantitatives, puisque précisément, ça appartient d'une définition qu'on peut compter. Voilà, je voulais votre avis sur tout ça et si vous aviez déjà réfléchi sur ces sujets. Merci beaucoup, ce sont vraiment d'excellentes questions qu'effectivement on s'est constamment posées en fait. On n'a peut-être pas assez dit que ça a été dur pour nous. C'est vraiment 2 ans et demi de travail vraiment acharné en fait sur cet article, vraiment juste sur cet article. Hein. Et cette question des biais est extrêmement importante. Donc en fait, nous n'avons pas pris des philosophes des sciences ayant une forte notoriété, nous avons pris des philosophes qui ont au moins un article dans l'une des revues qu'on avait identifiées. Alors évidemment, si on appelle notoriété avoir au moins un article, vous avez raison, en fait, il y a des gens
qui travaillent dans des laboratoires, qui n'ont pas publié en philosophie, et donc ils sont invisibles dans notre ensemble. Ils sont quand même, ils existent tout à fait, mais je veux dire, beaucoup de gens qui font ça depuis quelques années vont avoir un article, au moins un article dans une revue de philosophie des sciences. Donc, je dirais que ceux que nous avons ratés existent tout à fait, et parfois ils font un travail remarquable du quotidien, mais il n'y en a peut-être pas tant que ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a pensé, à tort ou à raison, qu'avec un seuil de juste un article, en fait, on allait définir une manière pour les philosophes de travailler avec des scientifiques qui probablement vaudrait aussi pour ceux qui n'ont pas publié en philosophie. Alors là, on n'en est pas sûr, je veux dire, c'est clairement, on est bien obligé de les repérer, ces philosophes. Donc voilà, on les a repérés. Non, mais excusez-moi, c'est vrai, j'ai mal noté la notion de au moins un article. J'étais restée sur une idée de notoriété, mais dans ce cas-là, oui, je comprends mieux. Ok, donc voilà, ça c'était un point qui a été important pour nous. On n'a peut-être pas suffisamment dit qu'on a eu une double définition de la philosophie, une définition par avoir publié en philo et une définition institutionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez juste une définition par avoir publié en philo et que vous regardez les citations, vous allez tomber sur des gens comme Richard Lewontin, Rob Knight, etc., qui en fait ont des citations énormes en sciences. C'est normal, ce sont des scientifiques. Il se trouve que juste à un moment donné, on leur a demandé d'écrire un article de philo. Et donc, ils ont un article dans Philosophy of Science ou n'importe lequel de ces journaux, et donc évidemment on les a éliminés tout cela, sinon on aurait eu des biais, alors pour le coup absolument majeurs. Donc là aussi on a été plutôt super exigeants, on a eu simplement un article en philo, et ensuite du point de vue institutionnel, on voulait que les gens identifiés comme philosophes soient véritablement, donc en fait on a appliqué un critère fort où ils avaient une thèse de philo et où ils étaient payés par un département de philo. Alors ça, vous pouvez imaginer, ça a été un travail à la main assez considérable, parce qu'en fait, ça, ce n'est pas des données faciles à trouver. En revanche, il y a des données faciles à trouver et qui sont tout à fait discutables et qui répondent à votre question sur la délimitation des sciences. Je finis juste de dire sur le premier point qu'on ne peut être que très d'accord avec vous sur ce travail quotidien fait dans les laboratoires, pas toujours visible, est absolument essentiel. Et il est essentiel et il est effectivement pas forcément visible au niveau des publications. Et il est même pas, et ça c'est ce que Maël disait tout à l'heure, il est même pas forcément visible au sein du laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, une idée philosophique est un petit peu absurde jusqu'à ce qu'elle devienne évidente. Et lorsqu'elle devient évidente, elle cesse d'être reconnue en tant que telle, c'est-à-dire comme quelque chose qui a été proposé par des philosophes. Donc en fait, cette invisibilisation dont vous parlez, elle est tout à fait réelle, et en fait, elle va souvent cumuler différents facteurs. Le philosophe n'est pas forcément très visible, la personne jeune n'est pas forcément très visible, une femme n'est pas forcément très visible, etc., etc. Et en fait, nous, on a vu plein de facteurs d'invisibilisation qui sont en fait très classiques et très connus en sociologie, mais que nous, on peut voir dans notre travail, notre pratique. Donc ça, c'est le premier point. Et sur les sciences, en fait, ce qu'on a compté comme science, alors là, pour le coup, on a été totalement, on a totalement fait confiance à Web of Science. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il y a énormément de problèmes dans Web of Science. En fait, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur qu'est-ce qui va compter comme véritablement une science. Nous, en fait, on s'est dit, on doit faire, étant donné qu'on avait beaucoup de données, on s'est dit, en fait, on ne va pas remettre en question ce que Web of Science appelle des sciences, on va en fait prendre tout ce qu'ils appellent des sciences. Donc en fait, on avait des sciences, ingénierie, etc. Enfin, en gros, on a le détail dans l'article, on dit ce que c'est, et en fait, on n'a fait que reprendre les catégories de Web of Science. Je fais simplement une précision. Si vous avez déjà les uns les autres utilisé Web of Science, il y a des recouvrements de catégories dans le site web de Web of Science. Nous, on ne pouvait pas avoir ça. Donc en fait, on a utilisé la base de données que l'UQAM est l'une des 4 institutions dans le monde à avoir, qui est en fait une base de données qui retravaille Web of Science et qui en fait évite toutes les superpositions de catégories. Ça veut dire en fait que nous, une fois qu'on a mis une revue dans Science, elle n'est pas dans une autre catégorie. Il n'empêche que si vous regardez le détail des revues, par exemple en santé publique, je ne me souviens plus en fait ce qu'ils ont gardé et pas gardé. On se souvient, en tout cas je me souviens très bien qu'avec Maël, parfois on était étonnés, il y a des choses d'épidémio qui sont en sciences humaines et sociales. En fait, ça dépend beaucoup du titre en fait. C'est quand même souvent fait par des non-experts, ces classifications. En revanche, Web of Science tient compte des remarques qui sont faites par les gens. Donc si on leur dit non mais vous rigolez ou quoi, vous avez mis ça là alors qu'en fait ça devrait être là, ils changent leur catégorisation après avoir contrôlé. Malgré tout, nous on a été on a simplement adopté la définition de science qui était celle de Web of Science. Peut-être un dernier élément de réponse à votre troisième question, la dernière question, sur celle de l'incidence en retour sur la philosophie de travaux de philosophes en sciences. En fait, c'est une question qui, pour nous, est très importante, surtout sur un plan institutionnel. C'est une question qui nous a été très souvent posée, notamment par des doctorants,
qui nous disaient, ou plus jeunes, hein, ou des postdocs qui nous disaient, ou en tout cas des gens qui n'ont pas une position institutionnelle fixe, un poste, etc., et qui nous disaient, et ça c'est un point qui est très important, mais il y a une prise de risque, enfin, je trouve ça formidable, j'aimerais bien faire ça, etc., mais il y a une prise de risque majeure. Parce que si je me mets à publier en sciences et pas en philosophie, enfin, comment est-ce qu'on va reconnaître mon travail? Et oui, c'est des questions que je me suis posées. Oui. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est une question qui nous a été souvent posée, pour laquelle on essaye, nous aussi, d'être très vigilants pour les étudiants qu'on encadre, hein, ou les postdocs qu'on encadre. Donc, il n'y a pas de réponse simple. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a un problème à ce niveau-là. On pense aussi, souvent avec Thomas, mais c'est peut-être plus l'espoir qui parle, hein, mais je pense qu'il y a quand même des éléments pour dire aussi que quand on fait de la philosophie dans les sciences, je pense que j'ai tendance à vouloir croire, en tout cas, qu'on est souvent un bien meilleur philosophe des sciences. C'est-à-dire qu'en fait, on sait bien mieux de quoi on parle. Alors parfois, ça peut vouloir. Il y a aussi un risque peut-être de partir vers des questions qui ne sont plus des questions qui intéressent la communauté des philosophes, mais on a tendance à voir qu'il y a quand même une forte corrélation. C'est-à-dire on l'a dit, hein, il y a deux communautés très clairement distinctes, mais il y a aussi, à l'intersection de ces deux communautés, les philosophes très interventionnistes et les philosophes très cités, vous avez des gens qui sont dans les deux catégories. Et donc, un des exemples qu'on a pris, c'est Elliot Sauber, qui était vraiment voilà, c'est un exemple assez éminent de quelqu'un dont on voit que la contribution comme philosophe des sciences générales est très fortement ancrée dans sa contribution scientifique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien, il ne fait pas deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et ça se voit, je dirais, dans la qualité de ce qu'il propose. Et on pense, Thomas donnait l'exemple de David Hull, c'est aussi un exemple en philosophie de la biologie qui est tout à fait frappant. Donc on a tendance, disons, à être sur cette hypothèse-là, mais il ne faut pas nier le fait qu'il y a un risque, en fait. Voilà. Oui, pour trouver sa place institutionnellement. Ouais. Voilà, clairement. Donc on essaye, nous, et pas les seuls, mais beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose qui doit être mis en avant. Et ce n'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà... quand même, il y a une communauté non négligeable de gens en philosophie des sciences qui valorise je dirais la compétence scientifique en tant que telle aussi. Et une des façons de la manifester, c'est de publier en sciences. Formidable. Merci beaucoup. C'est un échange fascinant. Laurent Goffard, je vois votre petite patte virtuelle, mais donnez-moi quelques instants parce qu'il va falloir quand même que je lise les questions qui sont sur le chat, qui ont été posées beaucoup plus tôt. Donc, Monsieur Jacques de Gerlach nous dit que le développement de la thermodynamique dissipative, intégrant la notion de finalité au travers de la raison d'être des organisations complexes, contribuant à l'évolution vers les états d'entropie maximale, n'est-elle pas essentielle dans l'évolution des concepts philosophiques relatifs aux états organisés comme les états dits vivants de la matière? Et il dit que cette dimension thermodynamique, cette révolution copernicienne des sciences de la complexité et donc de sa... Ah, zut. Il va falloir que... Là, je pense qu'il y a quelques fautes de... Oui, des petites frappes. Je suis désolé, pour faire court, je sais si je suis passionné par vos échanges. Moi, je suis biologiste, toxicologue, un petit peu interdisciplinaire. Et donc, je ne suis pas thermodynamicien, mais cette évolution de la thermodynamique dans la compréhension de la complexité, en particulier les états vivants, depuis la cellule les plus simple jusqu'au plus sophistiqué que sont nos situations socio-économiques, je trouve que ça a plus de 50 ans et ça a encore tellement peu percolé, alors que c'est tellement essentiel. Et pour moi, c'est pratiquement, je ne suis pas le seul à le penser, une révolution scientifique aussi importante que celle de Copernic il y a 5 siècles. Est-ce qu'il faudra à nouveau 5 siècles pour que ça s'imprime? Ça m'étonne un peu. Il y a vraiment là un problème, et quand je vois les enjeux, la cacophonie qu'on a dans la gestion de la complexité, c'est souvent parce que ces notions fondamentales qui ont maintenant 50 ans, je pourrais citer Ilya Prigogine, mais il y en a d'autres, n'ont toujours pas percolé dans cette interaction entre science et philosophie. Et c'est un petit peu ça que je voulais souligner. Je pense que alors c'est pas du tout un domaine qu'on connaît bien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous, la question a vraiment été dans quelle mesure des philosophes peuvent intervenir en science et influencer la science, la changer, y contribuer, etc., etc. Là, vous pointez vers quelque chose de très important qui est comment on peut avoir une
transformation scientifique qui est perçue par une partie de la communauté comme une révolution scientifique, par une partie de la communauté n'est pas perçue comme une révolution scientifique. Est-ce que les philosophes peuvent aider à faire comprendre ce changement, faire comprendre que le changement est beaucoup plus important que ce qu'on croit? Ça, en fait, c'est tout à fait possible, mais c'est tout à fait improbable que ce soit les philosophes qui fassent la différence. Les philosophes vont en fait pouvoir contribuer à clarifier les notions et à, par exemple, dire ce sens de complexité est différent de celui qu'on utilisait avant, etc., etc. Il n'est pas souhaitable, non seulement ce n'est pas probable, mais ce n'est pas souhaitable de faire en sorte que les philosophes établissent qu'est-ce qui compte comme une révolution scientifique. En fait, quelque chose qui n'est pas reconnu comme une révolution scientifique par les scientifiques ne doit pas être établi comme une révolution scientifique par les philosophes. Elle est complètement reconnue comme telle. Simplement, elle n'est pas diffusée dans d'autres milieux que les spécialistes. Or, que ce que ça a notamment comme influence, c'est de réintégrer de manière pleine la notion de finalité, une finalité qui est thermodynamique et qui n'est pas physique. Et Dieu sait si la science est encombrée du refus et du mépris de la notion de finalité parce que considérée toujours comme métaphysique, alors qu'ici elle l'est tellement, et que donc que tout système organisé est de la combinaison entre ces causes initiales et cette cause finale qui est ses finalités. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important d'un point de vue philosophique pour repenser toute autre manière de constater le réel dans toutes ses dimensions, qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient esthétiques, qu'elles soient de n'importe politique et autres. C'est pour ça que je suis très vraiment consterné de voir comment il est si difficile. Et j'ai noté notamment un bouquin extraordinaire à ce niveau-là, c'est celui de François Rodier, qui est d'une pédagogie extraordinaire, accessible à tout le monde et qui permet tout doucement d'avancer. Mais je crains malheureusement qu'il faudra des centaines d'années, comme dans le cas de Copernic, pour que émerge enfin cette lucidité extraordinaire qu'apportent ces composés. Et je dis, je ne suis pas thermodynamicien, donc ce n'est moi qui en rien, je n'ai rien à apporter à ça. Je suis juste l'avantage d'avoir vu cette lumière et que je suis tellement frustré qu'elle ne soit pas partagée par beaucoup plus d'autres, et notamment les philosophes. Oui, je comprends, mais vous êtes sur une question qui est vraiment de la science à la philosophie. En fait, votre question, c'est pourquoi ça n'a pas… Et ce n'est pas du tout notre question. Notre question n'est pas du tout celle-là. Notre question est comment les philosophes contribuent à la science. Et donc, je pense qu'il faudrait ensuite voir quelle sorte de rôle les philosophes pourraient jouer dans le fait de faire reconnaître une révolution scientifique à une communauté plus large. Et ça, c'est quelque chose de un petit peu différent de ce que nous, on a présenté. Mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire et c'est effectivement un point intéressant. Merci pour cet échange vraiment très intéressant. Laurent, sur le chat, toujours, nous cite notamment Jacques Monod avec les hasards et la nécessité. Et il cite aussi les travaux de Michel Morange, que nous connaissons évidemment très bien. Et il demande si les contributions philosophiques, disons, des Monod, peut-être ont obscurci le message scientifique qu'il voulait nous faire parvenir d'une part, et d'autre part, à propos de Michel Morange, qui est un biologiste et un historien de la biologie, apparemment ses travaux, ses articles dans les deux domaines sont extrêmement disjoints. Est-ce que c'est un cas fréquent ou pas? Je peux commencer à répondre, Maëlle, si tu veux. Je pense que Le hasard et la nécessité est un grand livre de science et un grand livre de philosophie. Et en fait, pour moi, le manque de bagage philosophique n'est pas si grave que ça. Il fait que souvent, les scientifiques vont être extrêmement audacieux dans leurs thèses de nature philosophique et métaphysique. Moi, en fait, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que c'est je trouve ça très stimulant. Après, effectivement, vous pouvez vous dire, si vous êtes philosophe de formation, que une formation en philosophie plus importante aurait été voilà. Je sais pas. J'ai pas de voilà. Moi, je trouve que c'est un livre philosophiquement assez passionnant. Sur Michel Morange, en fait, on a Maëlle et moi, on a contribué à un volume sur Michel en hommage à Michel récemment. Et en fait, plusieurs d'entre nous, notamment Pierre-Olivier Métaux, qui était là tout à l'heure, mais qui n'est plus là maintenant, avons écrit des articles pour essayer de clarifier le rapport de Michel, enfin les différentes facettes de Michel Morange, en fait. Et au contraire de ce que vous suggérez, Laurent, nous, on a trouvé en fait beaucoup de convergences entre ces travaux en histoire des sciences, en philosophie des sciences et en sciences. Alors bien sûr, si vous prenez ces travaux vraiment, donc par exemple, Michel a contribué à un article
article dans Cell, qui est vraiment un article très, très biochimie, etc. Bon, c'est sûr que là, le lien avec ses travaux en histoire des sciences n'est pas si net, et encore, on en trouverait. Mais en fait, nous, on a vu, donc, par exemple, sur des thématiques comme le développement, sur des thématiques comme le cancer, etc., beaucoup de points communs, en fait, dans des approches de Michel. Et c'est aussi lié au fait que Michel Morange a très souvent publié des choses très historiques et très philosophiques dans des revues de sciences. En fait, il avait presque à un moment donné une rubrique dans un journal scientifique où il a pu faire passer des réflexions, à mon avis, extrêmement profondes, y compris sur des choses très contemporaines, comme CRISPR-Cas, par exemple. Donc, il y a vraiment toute une série de thèmes sur lesquels on a trouvé, nous, beaucoup de proximité. Est-ce que c'est fréquent d'avoir des philosophes, pour généraliser un petit peu la question, et si tant est que vous ayez raison sur Michel Morange, ce qui est tout à fait possible, est-ce qu'on trouve beaucoup de cas comme ça? Oui, on en trouve quelques-uns. On trouve en fait des situations dans lesquelles on va avoir un écart fort entre ce qui est publié en philosophie et ce qui est publié en sciences. Mais dans l'ensemble, ce qu'on a constaté, c'est plutôt ce que disait Maël tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup de convergence en fait. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont obsédés par une question ou par plusieurs et ils vont en parler aussi bien dans des journaux de philosophie des sciences que des journaux de sciences, puisqu'en fait, ils essaient de faire avancer une question tout en ayant cette idée que philosophiquement, ils peuvent y apporter quelque chose. Donc, au fond, assez peu de disjonctions fortes dans ce qu'on a analysé. Il y en a peut-être, hein, mais là, c'est plutôt les exemples de très, très fortes convergences qui me viennent à l'esprit. Il y a un autre élément de réponse que j'ajoute à ce que vient de dire Thomas, pour généraliser un petit peu la question sur Monod, par exemple, ou sur le travail de Michel. En fait, il y a un autre animal bibliométrique qu'on n'a pas étudié dans l'article, mais qui nous intéresse beaucoup. Donc, dans le jargon qu'on utilise entre nous, on va appeler un philosophe qui intervient dans les sciences un pincer. Et en fait, on s'est tout de suite posé la question inverse, du simper, c'est-à-dire le scientifique qui publie en philosophie, on va dire, pour faire très simple, qui intervient en philosophie, qui est cité en philosophie, ou qui fait une contribution à la philosophie. Et il est bibliométriquement plus facile à repérer que le pincer, hein, que celui qui nous a intéressés dans cet article. Et il est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que c'est la figure inverse, en fait, de celui du scientifique qui vient et qui intervient dans notre champ disciplinaire. Donc, celui-là nous intéresse. Et après, il y a d'autres figures hybrides. Donc, on ne l'a pas étudié du tout. Hein, encore une fois, on est tombé dessus puisque, bien sûr, on étudiait les intersections, donc les gens qui avaient publié dans les deux domaines. Et donc, on avait, sans entrer dans le détail de notre méthode, on avait effectivement ces deux, j'ai appelé ça des animaux bibliométriques, on avait ces deux animaux bibliométriques avec des gens qui étaient un peu hybrides entre les deux. Mais clairement, on les a vus apparaître. Et ils sont parfois très impressionnants aussi parce qu'ils ont des articles qui sont souvent extrêmement cités. Parmi les articles les plus cités de philosophie des sciences, il y a beaucoup d'articles qui sont publiés dans les journaux de philosophie des sciences par des scientifiques. Merci infiniment. Merci pour votre patience, Laurent Goffard. C'est à vous maintenant. Et vous nous parlez du film Aix-Marseille et vous êtes scientifique vous-même. Je viens de voir que vous êtes neurophysiologiste. Donc, c'est à vous. Bonsoir. Merci pour cet exposé très intéressant et aussi cette conférence générale. Au sujet de la contribution des philosophes ou des historiens au développement de la science, en plus d'intégrer les laboratoires de recherche, est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi qu'ils rejoignent les comités qui vont procéder au recrutement des jeunes chercheurs pour soit éclairer les autres membres du comité sur les questions qui sont posées, ou pour éventuellement éclairer le candidat sur des questions auxquelles il n'aurait pas pensé, ou même intégrer les comités d'évaluation des chercheurs scientifiques, hein, pour pareillement éclairer les gens. Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile? Ou est-ce que c'est exclu? Je pense que c'est très utile. C'est difficile de ne pas donner l'impression de faire de l'autodéfense, de l'autopromotion, etc., quand les philosophes le disent. Donc, en fait, c'est extrêmement utile que les scientifiques le disent. Mais en fait, on est souvent, Maël et moi, sollicités, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, philosophes, le sont également, justement pour essayer d'apporter un éclairage un petit peu différent. Donc, par exemple, pour donner un exemple très concret, moi, je suis membre du comité scientifique de l'INSB. Donc, le comité scientifique de l'INSB, qui est donc l'Institut de biologie du CNRS, on est très peu, hein, on doit être peut-être 25 dans
Et voilà, et la direction du CNRS a souhaité qu'il y ait un philosophe. Alors, on n'est pas en charge du recrutement, mais on est en charge de toute une série de questions qui vont influer sur le recrutement. Et de la même manière, des philosophes, ces derniers temps, ont pu être intégrés à des comités de sélection, des comités de recrutement CNRS, etc., donc des commissions CNRS, au titre d'une... Souvent, c'est ça, en fait. On dit qu'on a une vision large. Je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, mais en gros, c'est souvent ça qu'on attend de nous, une capacité d'argumentation, une capacité d'analyse et une vision un petit peu large. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison. Au-delà d'intégrer les labos, il y a aussi cette question qui se pose et qui peut être une question importante. Alors, pour laquelle Maëlle et moi, on est un tout petit peu biaisés, puisque à Bordeaux, à l'Université de Bordeaux, on a vraiment un soutien considérable, vraiment massif en fait de l'université, quelque chose que je n'avais pas vu avant pour ma part. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs, mais c'est quelque chose qui est très très impressionnant et qui fait que justement on est très souvent intégré à toute une série de choses. Donc il faudrait raisonner de manière plus globale. Mais ce que vous dites, par exemple, on l'a vu avec donc on a un réseau de philosophie dans la biologie et la médecine, et par exemple nos camarades dans le Utah, par exemple, en fait sont intégrés à toute une série de choses, notamment des comités de recrutement de scientifiques, dans des questions de sciences de l'environnement, etc., en tant que philosophe. Donc, pour se décentrer un petit peu, je dirais que ce que vous dites existe et je dirais que personnellement, je pense que ça devrait être développé. Mais encore une fois, c'est rare que les philosophes soient très bons juges sur ce que les philosophes peuvent apporter. Donc, c'est aussi à nous de convaincre ponctuellement des scientifiques et ensuite aux scientifiques, aux médecins, etc., de dire qu'ils ont envie que des philosophes rejoignent ces comités. Si on le dit nous-mêmes, ça n'aura pas beaucoup d'efficacité et je dirais que c'est compréhensible. Et plus largement, ça fait aussi partie de cette expérience qu'on a, qui est un tout petit peu différente, c'est l'évaluation, par exemple, des projets de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pas mal. On est aussi impliqué, alors donc il se trouve à Bordeaux qu'en fait, nous appartenons à l'école doctorale Sciences de la vie et de la santé, qui est la plus naturelle pour nous. Et donc, on participe aussi aux travaux de cette école doctorale, et notamment la sélection des doctorants. Donc, ça fait aussi partie de nos fonctions, donc ça correspond à ce que vous dites. Et je pense que c'est assez fréquent. On est appelé comme experts, et Thomas et moi, mais on sait aussi qu'on a beaucoup de collègues dont c'est aussi le cas. On nous appelle comme experts dans l'évaluation de projets scientifiques, et pas forcément simplement parce qu'il y a un volet SHS dans le projet scientifique en question. Ça arrive parfois, mais ça peut être sur un projet scientifique en tant que tel. Ça va plutôt être dans les domaines dans lesquels on aura bien sûr publié. On a aussi des activités de relecture pour des journaux scientifiques, et Thomas et moi, et on sait aussi que c'est le cas de pas mal de nos collègues. Donc voilà, ça élargit un petit peu le cadre de votre question, mais oui, c'est tout à fait, ça arrive, et je pense que c'est assez naturel. On conçoit en fait notre travail, pour parler encore une fois de notre cas à nous à Bordeaux, on est effectivement totalement intégré à la communauté scientifique. Pas toute la communauté scientifique, mais celle qui travaille sur les sujets sur lesquels nous travaillons nous aussi. C'est très clairement le cas. Donc en fait, on a les mêmes responsabilités, les mêmes tâches collectives, les mêmes projets, les mêmes réunions, etc. que nos collègues scientifiques. Et les mêmes demandes de financement d'ailleurs aussi. Tous les projets qui sont disciplinaires ou interdisciplinaires, ou plus ou moins interdisciplinaires, s'ils se portent sur nos objets de recherche aussi, on est très souvent sollicité ou on sollicite. Si je peux me permettre, je veux juste ajouter à vos deux réponses un élément de ma propre expérience. Moi, je suis souvent sollicitée pour des interventions. Mon domaine d'expertise, disons, c'est la philosophie morale, politique et juridique. Donc, on me pose des questions sur cela et on me dit, est-ce que tu ne veux pas faire un petit cours sur un semestre des vents de biologistes ou de gens qui viennent de sciences de la vie notamment. Et là, j'ai envie, en fait, quand j'accepte, quand je peux accepter, j'ai envie de faire autre chose. C'est-à-dire cette attente de l'éthique me paraît complètement déplacée si elle se contente de l'éthique superficielle. Et là, je fais chaque fois, en fait, si j'ai par exemple 24 heures, je fais un tiers en moins de la philosophie des sciences. Précisément pour qu'ils comprennent de quoi on parle, parce que ce n'est pas la peine de faire de l'éthique superficielle en appliquant des principes si vous ne voyez pas des difficultés de votre discipline. Et convaincre les gens de me donner là, j'ai cessé d'accepter ce genre de démarche parce que tout simplement, je ne peux pas faire cela en un semestre. Donc, moi, maintenant, j'accepte ce genre de propositions seulement si on me dit, tu peux programmer cela sur 2 ans.
D'accord. Dans ce cas-là, la première année, je vous fais la philosophie des sciences un tout petit peu triée selon les besoins du département. Et ensuite, l'année suivante, je peux vous faire des choses politico-éthiques. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre parce qu'il y a plein d'exigences maintenant institutionnelles qui disent oui, on a besoin d'un volet éthique, volet SHS et chaque fois éthique. Non, vous ne pouvez pas faire sérieusement l'éthique si vous ne faites pas la philosophie des sciences avant, je pense. Bien, pardon. Thomas Berthaud, dites. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé. Du coup, j'avais 2 questions, mais vous avez déjà en partie répondu à la première, qui était du coup sur le fait si vous aviez pensé à étudier du coup les scientifiques qui publiaient dans des revues de philosophie des sciences pour contribuer du coup à ce domaine que vous identifiez. Mais du coup, ma deuxième question qui sera sûrement peut-être plus intéressante, c'était à un moment, vous avez parlé du coup de cet effet de communauté et vous avez dit qu'il n'était pas présent du coup, selon vous, dans la philosophie dans les sciences, au titre du fait que les scientifiques étaient, enfin les personnes qui intervenaient dans la philosophie des sciences étaient segmentées dans leur propre science, donc dans la biologie ou la physique, et du coup il y avait un écart trop important. Mais du coup, au sein des disciplines elles-mêmes, comme la biologie ou la physique, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver cet effet de communauté, donc un petit groupe de philosophes dans les sciences de la physique ou de la biologie? Alors ça, tout à fait, tout à fait. Ça, non seulement ça existe, mais c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Pour vous donner un exemple concret, nous nous sommes beaucoup appuyés sur des philosophes de la physique dont il se trouve que c'était des amis ou des connaissances pour leur demander quelles étaient les personnes qui, d'après eux, étaient des philosophes dans la physique. Et en fait, souvent, ils avaient une idée. Et ensuite, nous, on a pu clarifier quelle était cette communauté. Et ensuite, quand on a regardé quels étaient les membres de cette communauté, on a vu que dans l'immense majorité des cas, ils se connaissaient vraiment, ils se connaissaient très, très bien entre eux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent entre eux quels sont les philosophes de la physique qui ont réellement fait des contributions à la physique, pour le dire vite. Et en fait, en philosophie de la biologie, c'est très net aussi. Les gens savent en fait qui intervient en sciences, de quelle manière, qui a eu une influence forte sur les sciences, etc. Donc en fait, je dirais qu'il y a un effet de connaissance et reconnaissance réciproque. Il n'y a pas forcément un effet de communauté, au sens où, avant qu'on mette un nom sur ça, les gens pouvaient connaître les travaux des uns des autres sans pour autant avoir un sens de communauté, c'est-à-dire se dire en fait on va travailler ensemble, etc. etc. Et d'autre part, les gens avaient tendance à peut-être ne pas distinguer des choses que nous distinguons. Je vous donne un exemple très concret. Très souvent, les gens disent ces philosophes de la biologie-là, c'est ceux qui connaissent bien la biologie. Ça, c'est ceux qui connaissent bien la biologie. Ça, c'est quelque chose qui était déjà très présent. Mais nous, c'est un petit peu différent, en fait. Nous, on ne se demande pas forcément si on connaît bien la biologie. On se demande si on y contribue. C'est assez rare d'y contribuer lorsqu'on ne la connaît pas. Mais vous voyez, c'est une question un petit peu différente. Et donc, en fait, vu qu'on déplace un tout petit peu la question, on redéfinit un tout petit peu la communauté dont il s'agit de savoir si elle existe. Mais en gros, pour répondre à votre question, oui, au sein des sous-domaines, les gens avaient déjà un certain sens d'appartenir à une communauté. Super, merci infiniment pour cela. La toute dernière question, parce que là, vraiment, on abuse complètement de votre patience et de votre temps, mais c'est juste trop intéressant. Et il y a David qui veut savoir s'il existe des disciplines, des sous-disciplines, par exemple, en biologie, par exemple, pas forcément en biologie, pardon. Est-ce qu'il existe des sous-disciplines scientifiques qui citent la philosophie davantage plutôt que d'autres? Est-ce qu'il y a des disciplines qui sont complètement aveugles à la philosophie? Est-ce que vous avez vu quelque chose comme ça? Oui, assez clairement, ça nous paraît, oui, c'est assez clair. En fait, il y a des exemples en fait, tout simplement, certaines disciplines scientifiques ont, par exemple, une tradition de sciences théoriques, par exemple. Donc, la biologie théorique, par exemple. Et il est clair aussi que les philosophes vont typiquement vers, ou plus facilement, disons, vers des domaines qui ressemblent à la philosophie. Donc, ou disons, qui ont des points communs avec la philosophie. Donc ça a été évident, notamment dans les différentes interviews qu'on a pu mener pendant le travail, qui n'apparaissent pas dans l'article, sinon dans les remerciements, parce qu'on n'a pas utilisé de méthode rigoureuse, on s'est servi de ça vraiment comme d'une heuristique.
Et des points qui sont très frappants, je repense à Elliot Sober nous parlant de ses lectures de Williams. Pour lui, c'était de la philosophie. C'est-à-dire qu'il dit, la première fois qu'il a lu George Williams, il dit ça, c'est de la philosophie. Parce que le type d'argumentation est effectivement très frappant. Ce sont des arguments théoriques qui souvent vont mettre enfin pas toujours bien sûr, mais vont souvent mettre les mathématiques ou les fondements mathématiques de côté. Et donc du coup, ça parle très directement à un philosophe qui a une formation générale en philosophie des sciences, par exemple. Donc il y a ce type de phénomène et il marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, pour un certain nombre de scientifiques aussi, il semble plus naturel et plus facile de citer des philosophes que pour d'autres. Après, il y a aussi des contre-exemples, on en a vu plusieurs, notamment en physique, hein, où certains philosophes de la physique nous ont dit qu'effectivement, des physiciens snobaient des contributions de philosophie de la physique qui étaient pourtant très pertinentes, disaient les philosophes, mais on aura toujours ce problème de savoir si c'est parce que c'est les scientifiques qui ont un biais ou les philosophes qui ont mal compris. Mais en tout cas, ce type de phénomène, on a pu l'observer également. Donc, je n'ai pas de réponse systématique, on n'a pas de réponse systématique à ça, seulement un petit peu quelques découvertes qu'on a faites un peu au hasard et de façon éparpillée, je dirais. Et j'ajoute juste un élément très rapide, c'est que, étant donné qu'on parle d'un petit nombre, enfin ça dépend comment on le regarde, mais on peut quand même dire que c'est un petit nombre de personnes et un petit nombre d'articles, eu égard à la taille globale de la communauté de philosophie des sciences, vous pouvez aussi avoir des effets. Pour le dire un peu grossièrement, vous avez une locomotive qui va en fait faire une énorme différence. Je vous donne un exemple concret. Maureen O'Malley, qui est la principale philosophe de la microbiologie, est tellement influente, tellement connue en microbiologie, tellement que vous voyez un effet non négligeable qui peut vous faire penser que les microbiologistes s'intéressent beaucoup à la philosophie. En fait, ils ont surtout beaucoup cité Maureen O'Malley, qui en fait a écrit des choses qui étaient publiées dans des revues de sciences, etc., et qui sont très influentes. Alors, ces petits phénomènes qui ont l'air négligeables peuvent faire que vous pouvez en déduire qu'il y a une forte visibilité, par exemple, de la philosophie en microbiologie, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, en fait, il faut aussi regarder voilà, qui fait l'effet que nous, on constate au niveau des citations ou des mentions de contributions, par exemple, du côté des philosophes pour un champ donné. Donc, c'est un aspect mineur, mais c'est un aspect qui quand même, s'est vu dans nos chiffres. Et on voit encore un dernier élément additionnel, on voit en fait aussi, effectivement, c'est lié aux questions qui ont été déjà posées, hein, mais on voit des petites communautés de philosophes dans les sciences se former autour d'une question. C'est-à-dire certaines questions, c'est vraiment, l'impression que j'ai, c'est que ce sont des effets assez contingents. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être un philosophe très connu a fait une contribution dans un champ, et en fait, ça a entraîné par mimétisme d'autres philosophes du même champ, donc en philosophie de la biologie par exemple. On voit en fait, hein, quand on liste les questions, ce que je suis en train de faire en ce moment notamment pour la préparation des cours de master dont on parlait, en fait, on voit très bien ça, c'est-à-dire qu'en fait, on peut lister un petit peu les questions qui ont été abordées par les philosophes de la biologie, qui ont fait de la philosophie dans la biologie, et certaines questions, on voit que il y a une agrégation assez importante de philosophes qui ont contribué, qui parfois ont écrit ensemble, ou ont écrit avec les mêmes scientifiques, et donc c'est ceux-là qu'on va retrouver cités naturellement, plus facilement par des biologistes après. Voilà. Autrement, on a eu aussi des témoignages intéressants et étonnants de gens, de scientifiques d'un domaine qui citent un philosophe en particulier, qu'ils connaissent particulièrement et qui n'est pas du tout un philosophe qui a publié dans leur champ scientifique. Donc, il est simplement connu dans ce champ parce que peut-être il est mentionné dans l'enseignement, etc. Donc, ça aussi, ce sont des effets intéressants, peut-être un petit peu paradoxaux.